Sous le bandeau, émission numéro 54. Et là, je vais activer tous les micros de tout le monde. Ça faisait quand même Ça fait plus qu'un mois, je pense, qu'on a fait notre émission il n'y a pas très très longtemps. Donc, un grand bonjour à tout le monde. Dans la version du studio 2.0, bientôt, on va avoir une version 3.0 aussi de ce studio-là parce que on va changer pas les micros, en fait, les bras de micro, la table. On va mettre un petit peu plus de design pour que ça devienne vraiment un studio d'enregistrement de radio, en fait. Donc, un grand merci d'être là. Merci aussi à notre frère Franck Fouquerie qui est présentement en ligne avec nous. Comment ça va, Franck? Écoute, ça va. Il est 19h30. Voilà. Ouais, bon. Comment ça se passe en France? Ça a l'air que c'est la joie. Moi, c'est les rumeurs que j'ai entendu dire. Tout le monde sont super heureux présentement. Ça manifeste dans les rues et tout ça. Ça crie haut et fort comment qu'ils aiment la vie. Ça a l'air à bien se passer de ton côté aussi. Ouais, c'est un pays où on est tous heureux, là, tu vois. Le bonheur. Comme d'habitude, des Gaulois. C'est ça. Écoute, merci Franck d'être parmi nous. Surtout que présentement, je te prends t'es pas nécessairement chez toi présentement. Tu m'avais dit que t'es dans un endroit top secret en plus. Là, on peut le voir ici. Là, donc, merci de prendre ce temps-là avec nous. Puis j'espère que tu vas en tirer ton salaire après tout ça. Moi, c'est mon plus sincère désir là-dedans. J'en suis certain. Comme d'habitude. Excellent. Sylvain, comment ça va, Sylvain? Mais moi, ça va très bien. Oui. C'est la période des vacances, on se repose. Vous savez aussi qu'il y a une petite nouvelle qui circule dans notre obédience à l'effet que je vais bientôt être papa. Ah oui? Oui. Ah oui? Là, est-ce que... tu sais, on en avait parlé un peu la dernière fois dans l'émission, Sylvain. Je vais te répéter encore la question. Est-ce que tu es sûr et certain que c'est ton enfant, finalement? C'était confirmé, ça? C'est sûr, puisque Claudia ne mange plus de légumes. OK. Alors ça, c'est clair que ça vient de moi. OK. C'était important, ça. Il y a des signes flagrants qui démontrent que je suis le père, en tout cas. Les cravings de pizza et plus de légumes, c'est un signe. Oh là 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 là. Bon, ben, si c'est comme ça qu'on doit combattre les vegans, ben, c'est fantastique. Donc, je trouve ça très bien. Moi, j'ai rien contre les vegans. C'est des gens que je respecte. Moi, j'ai été vegan plusieurs années. Ben, c'est ça, mais là, t'es transformé. Ben oui, c'est ça. Maintenant, tu es sorti de cette phase-là. Je mange encore beaucoup de vegan. D'ailleurs, je vais te faire du tofu bientôt. Non! Oui. Jamais. Tu savais, Franco, ici qu'au Québec, le mot végétarien a un sens péjoratif. Ouais. Parce que ça vient d'un vieux mot Mohawk qui voulait dire mauvais chasseur de la tribu. Exact. Alors, malheureusement, ça a été mal interprété avec les années. Ouais. Ben, merci, Sylvain. Claudia, comment ça va? Le petit bedon va bien aussi? Le bedon va bien. Ouais? Oui. Ah. Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé durant ton dernier mois? Je suis en vacances, moi aussi. Ouais. On profite. Cool. Ben oui. Puis c'est beaucoup ça, là. On était avec les gens dans la loge, on a préparé le début de la prochaine année maçonnique. Ouais. Et puis, voilà. Là, on est tous en congé pour l'instant. Ah, c'est parfait, ça. On profite de l'été. Excellent. Ben, merci, Claudia. Merci. Mon frère, très respectable, sérénissime, très illustre, notre frère Yves. Comment il va, mon frère Yves? Ça va bien. Est-ce que je suis à la bonne distance? Ouais, on va essayer de le retourner comme ça. Oui. Puis là, tu peux te présenter devant, ça va être la joie. OK. ouais, c'est ça. Bon, oui, je sens là que c'est beaucoup plus fort. Ouais, c'est ça. Faut vraiment que tu le tiennes, ou que c'est marqué Audio Technica, faut que tu le tiennes comme ça. Exact. OK. C'est une création de notre frère Dominique qui a en fait ce concept-là. Parce qu'il manquait en fait un bras de micro parce que durant la COVID, j'ai prêté certains équipements à notre sœur Claudia et notre frère Sylvain. Donc, on vient de réaliser que maintenant, quand on fait une table pleine ici, la moitié de l'équipement est chez vous. Ouais. On va le ramener. Ah oui, c'est ça. Fait que comment ça va, mon frère Yves? Ça va. Cool, excellent. J'avais entendu dire que tu étais en vacances aussi. Est-ce que tu as bien profité de tes vacances? Mes vacances se termineront dans 2-3 semaines. OK. C'est drôle, j'ai l'impression qu'il y a un décalage. Non. Tout est correct? Ouais, OK. tout est correct. Alors, il y a la rentrée qui se prépare au collège dans 3 semaines. Ouais. Habituellement, au 1er août,
je considère que je suis plus tout à fait en vacances, puis je commence à préparer mon semestre. Donc, c'est demain, je pense. OK. Ah, cool. Mais écoute, moi, encore une fois, un grand merci d'être là, puis aussi un grand merci de m'avoir conseillé pour mes vacances, parce que moi, comme tu le sais, mes vacances se terminent, j'ai décidé qu'ils se terminaient mercredi prochain. Ça devait se terminer vendredi, mais finalement, je me suis donné une petite extension. J'ai fait le chemin que tu me dis, parce que pour ceux qui ne savaient pas ou qui m'ont pas suivi sur ma page Facebook, là, j'ai été en fait au Saguenay et à Tadoussac, et Yves m'a très bien dit qu'au retour, je devais passer par Baie-Saint-Paul. Il y avait un chemin spécifique pour voir la nature et tout ça, et c'était vraiment superbe. Une seule chose que j'ai remarqué, par exemple, durant mon trajet, c'est qu'il y avait beaucoup de Sasquatch? Non, en fait, il y avait beaucoup de déforestation. En fait, il y avait beaucoup. Je sais pas s'il y avait eu des feux dans certaines forêts dans ce coin-là, mais il manquait beaucoup d'arbres. Tu voyais qu'il y avait certaines montagnes qui étaient totalement déforestées. En fait, là, il y avait plus d'arbres. Des coupes à blanc. Ouais, c'est ça. Donc, je me posais peut-être cette question-là, mais sinon, la majorité du trajet, c'était absolument sensationnel. Donc, un grand merci de m'avoir conseillé ça. Ça leur a rajouté un petit peu de velours dans mon voyage. Puis, j'avais jamais été à Baie-Saint-Paul. Donc, c'était très bien. On a pogné une petite terrasse tranquille, on a mangé, puis on a visité le bord de l'eau et tout ça. Donc, c'était... Prochaine étape, ce sera les régions d'où je viens. C'est ça. À Côte-Nord, puis la Basse-Côte-Nord. Exact. Et même retournant éventuellement un jour en Gaspésie, j'aimerais peut-être ça aussi de refaire ce chemin-là. Ça serait très intéressant, mais c'est ça. Donc, un grand merci encore une fois pour tout ça. Puis, merci d'être là avec nous. Puis, notre frère Dominique, comment il va? Ouais, tu peux prendre le pichet. Je suis en vacances toute l'année, donc c'est bon. Ah, c'est ça. Toi, tu veux plus travailler, de toute façon. En tant que retraité, c'est normal. Ah, c'est ça. Mais pourtant, un maçon, ça arrête jamais de travailler. Ah, mais dans la maçonnerie, je travaille toute l'année. Ah, OK. C'est dans le côté professionnel où j'ai quand même levé le pied. Et pour remonter le moral quand même à notre frère qui est en France, l'équipe de France de judo est championne olympique. Moi, en tant qu'ancien judoka, c'est vrai que ça fait plaisir. Donc, il devrait être réjoui aussi, notre frère. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est une très très bonne nouvelle. Oui. Il le mérite, Teddy Riner. Là. C'est passé à sa première médaille. Il est passé à côté de sa médaille d'or en individuel parce qu'il a laissé une petite porte d'entrée et le champion du monde s'est engouffré dedans. Mais il reviendra dans 3 ans chercher sa médaille d'or, c'est pas grave. Mais tu sais, comme tu sais, mon frère, on est beaucoup, disons, de frères du judo et dans les arts martiaux qui sont dans la franc-maçonnerie. Tu en connais comme j'en connais. Bah oui, c'est ça. Oui. Et puis là, cette année, le karaté va démarrer dans dans une semaine aujourd'hui. Là, le karaté démarre. Ça va être très très intéressant. Ça. Ah, je savais pas qu'il il avait été sélectionné pour les Jeux de Tokyo. Oui, il y a une fille qui n'est, enfin, je pense pas qu'elle soit sœur, qui est de ma ville natale, Le Mans, la ville des 24 heures, des courses auto. Et Leila, elle participe, elle est partie à Tokyo. C'est elle la candidate dans l'équipe féminine. Je savais pas. Okay. Ah, wow. Tant mieux. Bon, c'est bien, tu vois, il y a du développement. À quand le jiu-jitsu brésilien? Moi, c'est ça que je demande comme sport pour les Olympiques. Comme ça, on pourrait anéantir les judokas et tout ça. Ça pourrait être bien. Il y a quand même du travail. Hein. Ouais, mais tu sais, j'encourage mon sport. La France est la deuxième, derrière le Japon. Pour l'instant. Ouais, le nombre de médailles, c'est parfait. Mais j'encourage d'ailleurs les gens qui ne sont jamais allés à Tokyo d'aller voir le Kodokan. Moi, j'ai eu la chance d'y aller. C'est quelque chose de prodigieux. C'est là que tout a commencé. Voilà. Bon, maintenant, on va parler maçonnerie. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est bien, ça. Mais merci vraiment d'être là aujourd'hui avec nous. Je pense que ça va être une mission importante. On avait déjà parlé, je me souviens plus c'est quel numéro d'émission, c'est peut-être le numéro 50 ou 51, on avait parlé de la liberté. On avait fait un sujet vraiment spécifique sur la liberté, mais à un moment donné, j'ai été dans une loge avec un vénérable maître qui était, plus ou moins bien. Là, mais bon, on était venu pour l'encourager, puis tu sais, dans sa démarche. Et une des questions était quand même assez importante. On parlait beaucoup de la liberté. Et à un point que, quand j'étais en loge, j'entendais beaucoup de gens qui disaient « Oui, ma liberté », mais t'avais d'autres gens qui se battaient aussi en disant « Oui, mais l'égalité ». Et à ce moment-là, dans la loge, moi, je me suis levé et j'ai tout simplement dit que
avec tout ce que j'ai entendu, sans révéler qu'est-ce qui a été dit, mais ma partie à moi, avec tout ce qui a été dit, je me rends compte que la liberté et l'égalité ne vont pas ensemble. Et que le seul moyen, selon moi, qui peuvent aller ensemble, c'est s'il y a une fraternité qui vient se connecter. Puis le meilleur exemple, puis je sais qu'on va probablement en parler, moi puis Sylvain, tu sais, mais c'est une image pour moi qui est très simple et qui reflète la situation, peut-être même qu'on vit présentement. C'est une image qu'on voit souvent sur Facebook. En fait, c'est un enfant, un adolescent puis un adulte qui veulent regarder une partie de baseball. Et là, eux sont derrière une clôture. Donc, l'égalité, c'est qu'on voit que le petit enfant a assez de boîte pour être capable de voir très bien la partie. L'adolescent a une plus petite boîte qui lui permet aussi de voir la partie. Et l'adulte n'a pas besoin de boîte parce que il est assez grand puis peut voir tout ça. Donc ça, c'est une égalité. Et la liberté, c'est que l'adulte est arrivé avant les deux autres enfants, a pris toutes les boîtes pour lui avoir la meilleure vue possible, qui peut tout voir parfaitement partout. Mais les deux autres ne peuvent pas voir. Et c'est là que je suis pas en accord avec toi. Oui, mais la manière que j'avais entendue en loge, les débats des gens, je me rendais compte que beaucoup de gens vont crier l'égalité. Pour eux, c'est une égalité, mais pour d'autres, c'est un manque de liberté. Et c'est là que je reviens à la question, c'est que je voulais vous poser aujourd'hui, que je trouvais ça super important. Est-ce que la liberté et l'égalité sont vraiment compatibles? Parce que moi, dans ce que j'ai pu voir, ça ne ressemble pas vraiment à ça. Donc, je sais que notre frère aussi, Franck, a déjà écrit aussi un billet dans le passé à propos de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Mais j'aimerais ça vous entendre. Je sais que toi, Sylvain, t'avais commencé un peu à parler de ça. Mais pour moi, lorsque tu décides de prendre ta liberté pour enlever celle des autres ou le dominer sur les autres, ce n'est plus de la liberté. Là, ça devient de la tyrannie, de la domination. La liberté, ça passe, faut que ça soit paramétré dans un monde civil pour que ça puisse fonctionner, parce que ta liberté se termine où ce que celle des autres commence. Donc, c'est important de garder cette notion-là. Par contre, au niveau de la liberté de penser, ça, c'est quelque chose qui est très important pour le maçon. Que notre pensée ne soit pas astreinte par toute forme de dogme, de croyance ou de quelconque pensée idéologique là, ou radicale. Mm-hmm. Donc, c'est important qu'on puisse garder notre liberté de penser. Ça. Ouais. Et là, lorsque l'État viendra s'émincer dans la liberté de penser, dans la chambre à coucher et dans nos libertés individuelles, mais là, ça deviendra un problème. Ouais, effectivement. On appelle ça de la censure. Hein? On a toute liberté de le faire. J'ai tout compris. Vous avez critiqué la France, mais vous m'avez coupé avant pour pas que je puisse. Salaud. Mais non, mais je t'entendais plus du tout. Et puis après, t'as disparu de l'écran. Ouais. Et on m'a même informé que j'étais devenu l'animateur. Alors, j'étais inquiet. Je me suis dit, merde. Et waouh. Ça me fait beaucoup de responsabilités d'un seul coup, là. Je sais même pas de quoi on va parler, en fait. Je suis embêté. C'est à quel endroit ou juste que ça l'avait coupé, que tu as entendu, en fait? Ça fait à peu près 3 minutes. Ah oui, OK. Ah ouais, 2 à 3 minutes. OK. Ben, en fait, je vais d'abord répéter la partie, puis moi, je pourrais même l'ajuster là, dans la version audio. Là. Mais en fait, pour moi, c'est que quand on avait été en loge lors de... Il y a quelques semaines de ça. Oui, c'est ça, une petite loge, là, en fait, là, comme je disais, là, qui se voit connaître, par exemple. Mais bientôt, j'espère qu'on va changer de vénérable maître. Là. Donc, Encore un an. Bon, moi, je ferai de la pression. Je connais le grand maître, là, donc on pourra faire quelque chose avec ça. Mais il y avait eu vraiment un sujet intéressant sur la liberté. Tu sais, comment que... Puis pendant ce sujet-là, j'entendais beaucoup de gens qui parlaient de la liberté, puis d'autres gens qui parlaient aussi de l'égalité. Puis pour eux, il y avait quand même des différences. Tu sais, je me rappelle une sœur qui avait parlé d'une certaine situation limite et tout ça. Je trouvais ça super intéressant, mais pour elle, c'était l'égalité. Mais
Donc, cette égalité-là brimait la liberté de d'autres personnes aussi. Puis d'autres personnes voulaient avoir de la liberté, ce qui brimait aussi l'égalité de d'autres personnes. Puis pour moi, la meilleure image qui venait avec ça, c'était une image que j'avais trouvée sur Facebook dans le temps, c'est qu'on avait l'égalité. Donc, l'égalité, c'était un père, un adolescent et un enfant, les trois ensemble qui veulent regarder une partie de baseball. Cette partie de baseball-là, elle est cachée par une clôture. Sur devant cette clôture-là, en fait, il y a des boîtes. Donc, le petit enfant a plusieurs boîtes pour être sûr et certain qu'il soit en mesure de voir la partie. L'adolescent a juste besoin d'une boîte parce qu'il reste pas grand-chose pour être capable de voir. Puis t'as l'adulte, qui lui est assez grand, peut voir très bien. Donc ça, pour eux, c'était l'égalité. La liberté, par exemple, c'est que c'était l'adulte qui est arrivé avant les autres, a décidé de prendre toutes les boîtes pour lui avoir la meilleure vue possible, puis les deux autres ne pouvaient pas le voir parce que ils ont plus de boîte. Donc, ils voient une clôture, tout simplement. Donc ça, pour moi, en voyant ça, en écoutant en fait les remarques des frères et sœurs, j'étais venu à la conclusion que, selon moi, l'égalité et la fraternité ne sont pas en fait, l'égalité et la liberté ne sont pas compatibles s'il n'y a pas de fraternité. Et là, c'est comme si je disais, bon ben, change my mind, tu sais, changer ma vision de tout ça. Mais c'est qu'est-ce que j'ai constaté avec le temps. Et je sais que Franck, toi, tu as écrit un article là-dessus, si je me souviens bien, même sur ton blog, en fait, le 450 FM. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu là-dessus? Est-ce que tu es d'accord, en fait, avec mon affirmation? C'est compliqué parce que j'ai envie de te dire oui et non. Il y a des parties pour lesquelles je suis d'accord. Les deux, en fait, les trois segments sont des segments complètement distincts pour moi. La liberté, déjà, c'est une fonction très complexe. Les philosophes ne sont pas d'accord sur ce qu'est la liberté. Donc, essayer de dire ce qu'est la liberté et que les maçons tombent tous d'accord dessus, c'est une mission absolument impossible. Parce que chacun a une notion complètement variable de la liberté. Donc ça, c'est déjà le premier point. Donc, l'égalité, quand tu vois, alors déjà, liberté, égalité, fraternité, quand tu vois la pratique maçonnique aujourd'hui, je trouve que les portes du temple sont ouvertes, les métaux sont rentrés, il y a relativement peu de fraternité. La liberté, personne se bat pour, on le voit en ce moment. C'est les dirigeants, quels qu'ils soient, de droite, de gauche, on s'en moque, peuvent faire ce qu'ils veulent. On voit que la maçonnerie n'a aucun pouvoir. Elle est sans arrêt en train de ressasser les vieux trucs du passé, en train de nous reparler de la laïcité, de parler des vieux trucs, mais il n'y a pas une vraie réflexion sur cette société qui est en train de se mettre en place, par exemple, qui copie, on est sur les pas de ce qui se fait en Chine avec le crédit social. C'est-à-dire que ça ne dérange personne, on est de plus en plus suivi, il y a des croisements de fichiers qui sont faits, et donc qui est une restriction de liberté fondamentale. Et là, personne ne dit rien. Dans les rues de Paris, aujourd'hui, les gens se plaignaient et manifestaient, enfin de Paris, de France entière, pardon. Là, on m'a appelé, on était à Nice, un frère qui est policier en plus, donc c'est pas un rebelle de base, m'a appelé, m'a dit, je n'ai jamais vu autant de manifestants de ma vie à Nice. Et les gens ne manifestent pas contre le vaccin, ils manifestent contre le flicage qui est fait et le prétexte qui est trouvé pour restreindre les libertés. Moi, je me dis, où sont les maçons ? Qu'est-ce qu'ils font ? Où sont nos grands maîtres, nos grandes institutions ? Donc la liberté est bafouée, la maçonnerie est absolument absente de cela. Et je me dirais, j'ai presque envie de rajouter quelque chose sans être outrancier. Ça me donne l'impression de vivre ce qu'a vécu mon grand-père, où à l'époque où Pétain est arrivé et a pris le pouvoir, eh bien il y a des grands maîtres d'obédience. J'ai une lettre sur mon ordinateur que je pourrais partager, si ça vous intéresse, qui écrit à Pétain en disant les maçons ne sont pas dangereux, ils reconnaissent l'ordre, ils connaissent l'autorité, moralité. Les maçons ont fait quoi ? Ils ont simplement indirectement collaboré, ce qui est absolument inadmissible. Et quand on demande à ce grand maître après la guerre pourquoi il fait ça, il dit c'était pour préserver les maçons, pour les sauver, pour ne pas. Bah oui, mais ça s'appelle de la collaboration. Tous les collaborateurs ont tous fait la même chose et ils ont fait ça pourquoi ? Pour sauver leur cul. Et quand un résistant, un Jean Moulin, qui n'était pas franc-maçon, décide, lui, de rentrer en résistance, il fait ça. Pourquoi ? Il fait ça au risque de sa vie pour défendre la liberté. Et aujourd'hui, je ne vois pas les maçons défendre la liberté. Alors, ça, c'est un point. La fraternité. Ouais. Qu'est-ce que les maçons font pour la fraternité, globalement, dans leurs infrastructures ? Rien. Mais rien. Que font les maçons individuellement ? Beaucoup. Ça veut dire que
je connais des centaines de maçons qui individuellement sont impliqués dans la fraternité. Donc le cœur du maçon est dans la fraternité, mais les structures maçonniques ne le sont absolument pas. Donc liberté, l'égalité maintenant, c'est ce que j'écrivais dans mon papier. Je ne suis absolument pas pour l'égalité, moi je suis pour le respect des différences. C'est parce que quelqu'un est plus fort que moi, il va pouvoir m'aider, on va être dans une solidarité à ce moment-là. Et c'est cette fraternité qui va motiver sa solidarité. Donc, j'ai envie de distinguer ces 3 items, et ces 3 items interagissent. Voilà ce que j'avais à dire. On pourrait y revenir tout de suite, mais en gros, je vais pas monopoliser toute la soirée. C'est c'est mon idée. Tu le sens, Franco, il y a une sorte de colère derrière. C'est la colère de l'impuissance, parce que j'ose même plus prendre la parole à titre personnel pour défendre ce genre de choses, parce qu'on va dire, mais t'es quoi, t'es un peu en plus de ça aujourd'hui? Oui, t'es un complotiste maintenant. Si tu es un complotiste, c'est-à-dire que tu commences à dire, oula, tu es pour le complot, tu es un Illuminati ou un complotiste. Voilà. Donc, tu te tais, t'observes et tu agis autrement. Faut agir autrement. Voilà. Je l'ai dit. Mais je trouve ça super intéressant, qu'est-ce que tu nous dis pour même des obédiences, parce que c'était un sujet que je voulais même aborder, parce que même nous au Québec, là, tu sais, le Québec, on dit que nos cousins français, donc on aime ça suivre un peu qu'est-ce qui se passe en France, puis tranquillement on commence nous aussi là, à avoir les mêmes impositions qui sont faites en France. Là, tu sais, le vaccin, le passeport vaccinal là, va s'en venir nous autres aussi, ça a déjà été annoncé en fait. Là, tu sais, en cas de 4e vague, mais on peut s'entendre que la 4e vague, là, comme la 3e vague, ça va venir éventuellement, là, du meilleur ou du autre, ils vont nous la créer. On doit s'attendre à un confinement en septembre, je suis à peu près sûr. Ouais, je sais pas nécessairement qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais avec le passeport, justement, ils veulent restreindre tous les endroits publics, dont les lieux de culte, ça avait été annoncé, les gyms, les restaurants, tout ça. Donc, si on n'a pas de passeport vaccinal, on ne pourra pas y accéder en cas de 4e vague. Dernièrement, j'ai vu, puis en fait, c'est un sujet qui a été un peu controversé, mon frère Franck, sur la page, en fait, Facebook franc-maçonnerie, qui est le plus gros le groupe en fait qui parle de franc-maçonnerie là, sur Facebook, là, ils ont au-dessus de 20 000 membres là, et tout ça. Et à un moment donné, ça a mis les personnes en question par respect, mais il y a des gens qui ont commencé à parler d'une certaine grande obédience en France qui disait déjà que à partir du mois de septembre, ils ne voudront pas accepter les frères de l'obédience qui ne sont pas vaccinés à l'intérieur du temple. Donc pour moi, elle est où la fraternité? Elle est où la liberté et l'égalité? Peut-être eux vont crier l'égalité parce qu'ils veulent l'avoir, ils veulent que ce soit seulement les gens qui sont vaccinés. Mais encore une fois, ce sont des rumeurs. Donc je ne veux pas nommer une personne ou quoi que ce soit. Mais ça a été dit quand même dans les forums et ça a causé quand même un certain choc, là, tout ça. Et là, je me dis que puisque les Québécois, en fait, on est toujours quelques semaines en arrière, j'anticipe ça aussi éventuellement, peut-être de nous faire imposer ça. Donc qu'est-ce qui va arriver avec ça? Je veux dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation-là, justement, que même les obédiences ne se prononcent pas, en fait. On n'a pas vraiment d'affirmation officielle sur qu'est-ce qu'on va faire avec cette liberté-là, quand on parle de vaccination et tout ça. Faut que tu revoies le micro. Là, Franco, je trouve que la direction, la conversation prend plusieurs sens. C'est très intéressant. Au départ, on avait une question qui était philosophique sur les liens les rapports entre les 3 vertus de notre devise. Là, on passe aux commentaires de l'actualité sur un possible passeport maçonnique. Je t'avouerais que je suis un peu confondu. Alors, peut-être qu'on devrait revenir à la question qui a été posée en affiche sur l'affiche de l'émission, sur les rapports entre la liberté, l'égalité et la fraternité. Puis après ça, on pourra en venir à l'actualité. Ça me paraît une progression plus logique. Je dirais dans un premier temps que la liberté et l'égalité ont ceci de commun que c'est la loi qui les institue dans toute l'histoire des sociétés humaines. Mais la fraternité, c'est pas la loi qui l'institue. La fraternité, comme l'a rappelé notre frère français, c'est un appel qui est moral, qui est philosophique et qui est spirituel. C'est difficile d'obliger à la fraternité par la loi. Ce qui est intéressant pour nous, francs-maçons, c'est que on essaie, par notre droit maçonnique, d'instituer aussi la fraternité. C'est ça qui distingue la franc-maçonnerie des autres mouvements philosophiques qui ont traversé l'histoire. Maintenant, c'est quand même
une chose difficile dans un monde marqué par tant de divisions que le nôtre, que d'avoir une fraternité blindée à toute épreuve. Et là, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Pour rester dans notre sujet, encore une fois, sur la liberté, l'égalité et la fraternité, sachant qu'il y en a deux qui sont instituées par la loi, puis une qui est plus un appel moral ou spirituel, moi je dirais que sur la liberté et l'égalité, aucune de ces deux valeurs ne peut être absolue. Et il faut, comme le faisait Aristote, trouver à chaque fois la juste mesure. Sur l'égalité, Aristote disait que l'égalité n'est équitable qu'entre égaux. Si une personne pèse 100 kilos puis une personne pèse 50 kilos, on va pas s'attendre à ce que les deux aient la même portion. Ce serait pas équitable de donner la même chose à chacun. Alors, il peut y en aller de la même façon pour beaucoup d'autres aspects de la vie sociale ou de la vie économique, que l'égalité n'est équitable qu'entre égaux. Maintenant, il faut définir aussi qu'est-ce que c'est qu'être égal. Puis est-ce qu'on est égal par nature ou est-ce qu'on est égal par le fait de la loi ou par le fait d'une volonté qui est culturelle? Tout ça, c'est très complexe. Bon, alors... je ne sais pas par quel bout doit-on commencer notre discussion, parce qu'au départ, ce que tu as posé comme question, c'est le caractère incompatible de l'égalité et de la liberté. Et j'ai aimé la réponse de Sylvain, qui disait que lui était plus ou moins en désaccord parce que la liberté est aussi... ne peut pas être illimité et qu'il faut bien sûr la paramétrer par des règles qui assurent son bon exercice. Et là, sans vouloir trop me lancer dans des discussions philosophiques, mais je rappellerai seulement que la franc-maçonnerie est contemporaine dans sa naissance d'une promotion de la liberté et d'une promotion de l'égalité à travers l'idée d'un contrat social où les individus reconnaissent qu'ils ne peuvent être libres qu'en se pliant à certaines lois et en se pliant au respect des autres ayant les mêmes droits qu'eux. Que serait, par exemple, l'éducation si elle était le privilège de certains? Dans quel type de société on vivrait si l'éducation était le privilège de quelques-uns? Le fait d'en faire un droit égal, est-ce que ça diminue la valeur de mon savoir? Est-ce que mon savoir a plus de valeur si je suis le seul à le détenir? Peut-être en tant que valeur marchande, mais on sait aujourd'hui l'importance qu'a pris Wikipédia. Toi-même, tu collabores à plusieurs formes d'activités sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, où il y a un libre accès au savoir. Donc, au 18e siècle, au siècle des Lumières, le siècle où la franc-maçonnerie est apparue, il y a l'idée que l'émancipation et la liberté passent aussi par le partage et par l'égalité. Que l'éducation, par exemple, c'est quelque chose qui ne doit pas être l'apanage de quelques-uns, mais qui doit être un droit égal à tous. Et que si on est égaux dans notre accès à l'éducation, on s'enrichit mutuellement. Alors que si c'est seulement l'apanage de quelques-uns, ben là, possiblement qu'il va y avoir stagnation et même appauvrissement du savoir. Et donc, moi, je pense que Franck avait raison de dire au tout début que c'est très complexe comme débat et qu'il faut voir, je dirais, comme première pierre angulaire de notre conversation, qu'aucune des valeurs ne doit être prise dans l'absolu, parce qu'effectivement, là, il va t'apparaître comme à toi qu'elles sont incompatibles. Mais si on essaie de les paramétrer en leur donnant à chacune une mesure, une juste mesure, on va pouvoir les considérer dans un rapport plus harmonieux. Bien que, comme on l'a rappelé pour la fraternité, il y a beaucoup de difficultés aussi pour l'incarner, mais ça, on en reparlera. Mais c'est super intéressant qu'est-ce que tu nous dis à propos de ça, qu'on parle de ça depuis quand même assez longtemps, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu le ressens, ça? Dans tout ce que tu vois, dans tout ce que tu nous as dit, est-ce que tu le vois aujourd'hui, ça, avec les gens? Ben, je vois, comme le disait Franck, puis c'est peut-être aussi le point de vue de Dominique, il le dira, mais je vois plus un recul de ces trois vertus-là. Autant, on est dans un monde qui est plus inégalitaire qu'il y a 30 ans et je pense que dans les prochaines décennies, les inégalités vont s'accroître parce que les statistiques sont que les plus riches
s'enrichissent et puis une majorité de gens basculent dans la pauvreté. Et puis, ce qu'on voit, c'est avec les problèmes de changement climatique ou de l'extinction de la biodiversité, c'est un accroissement de la difficulté de vivre là où on est. Puis, les ultra-riches sont pas du tout, donnent pas du tout l'impression de vouloir partager leur pécule. Et puis, au contraire, ils veulent plutôt se mettre à l'abri, mettre leur richesse à l'abri, mettre leurs privilèges à l'abri. Donc, j'ai l'impression qu'on va vivre dans un monde plus inégalitaire et que la réaction à ça, ça va être aussi de supprimer des droits et des libertés pour empêcher justement ces manifestations. Donc, je crains qu'il y ait à la fois sur le plan de la liberté, de l'égalité et aussi de la fraternité, malheureusement, des reculs importants qu'on peut déjà constater. Et là, ben, la question que posait notre frère français, c'est qu'est-ce que nous, et tu l'as posé aussi pour les obédiences québécoises, qu'est-ce que nous, en tant qu'obédience, en tant que franc-maçon, on peut faire? Ben là, il y aura beaucoup à dire, et puis j'aurais des choses à dire moi aussi, mais je vais laisser faire un tour de parole, puis j'y reviendrai. Dominique, tu veux-tu répondre à qu'est-ce que notre frère Yves a dit? Je cautionne tout à fait l'analyse de notre frère Yves. Je reviendrai sur l'égalité. Je pense qu'en maçonnerie, on est quand même pas trop bien placé pour parler d'égalité. C'est peut-être je vais jeter un pavé dans la mare, mais quand on fait un recrutement de maçons, on a certains critères. Il y a une liberté, bien sûr, de recruter, mais il y a quand même des critères. Et ces critères-là, ils sont quand même, je dirais, pas égaux quand on recrute quelqu'un, quand on amène quelqu'un donc comme apprenti maçon. Donc je pense que il faudrait peut-être revoir les critères. Peut-être que il y a une sélection on sélectionne un petit peu l'élitisme, je dirais, alors qu'on pourrait peut-être, je dirais, revoir un petit peu vers le bas et puis de pouvoir, comme disait notre frère Yves, l'éducation, elle est importante. Il y a quelquefois des gens qui passent à côté de l'éducation parce que qui refusent l'école et puis qui plus tard, avec le temps, reprennent l'école. Je pense que la maçonnerie aussi, dans sa forme de pensée et d'apprentissage, est quelque chose aussi de fort qui peut amener, je dirais, cette égalité. Alors pour la liberté, bien sûr, elle est bafouée depuis de nombreuses années. Moi qui ai fait partie dans le temps d'Amnesty International, je l'ai vu, je dirais, s'effriter de plus en plus. Ce qui est inquiétant, c'est que c'est pas imposé, c'est le peuple qui demande. C'est ça, c'est une réflexion qu'il faut avoir. Si on remonte en arrière 20-25 ans, moi qui viens de France, un maire dans une grande commune qui installait des caméras de sécurité pour, je dirais, regarder un petit peu ce qui se passe sur sa commune, on le traitait de fasciste. Aujourd'hui, un maire qui n'a pas de caméra dans sa commune, on va le traiter d'irresponsable. Donc il y a quand même une grosse différence qui s'est établie, et puis surtout une demande des gens. Les gens demandent dans la cité, dans les cités en général, une certaine sécurité. Pour avoir une certaine sécurité, il faut, je dirais, amputer une certaine partie de notre liberté. Donc c'est pour ça qu'il y a quelquefois une incohérence, je dirais, qui est quand même assez probante avec les politiques, avec ce que l'on pense. Alors nous, en tant que francs-maçons, oui, on est là pour maintenir cette liberté, mais a-t-on vraiment le pouvoir de l'imposer, puisque on peut l'imposer à des politiques, on peut l'imposer à des décideurs, mais la plupart des gens qui prônent la liberté, c'est une minorité, malheureusement. Et on calque de plus en plus vers des sociétés comme les Chinois. Dans la Chine, il y a une reconnaissance faciale qui est faite, etc. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, le Covid s'est bien installé. On a bien sûr un pass sanitaire qui est demandé. Oui. Dites-vous que dans quelques années, les gens vont en avoir marre de montrer le pass sanitaire. Ils vont dire, non, mettez-nous une puce. Et tout le monde aura une puce. Et on va petit à petit, par ce biais-là, voir si les gens donc sont vaccinés. Plus tard, on saura s'ils ont des maladies, ou plus tard, on saura l'identité complète de l'individu, etc., etc. Donc ça veut dire que la liberté
elle est vraiment, vraiment bien écorchée. Et puis je pense qu'on va la perdre totalement. Parce que les réactions qui sont faites aujourd'hui sont des réactions par rapport à un vaccin, par exemple, où on monte les gens les uns contre les autres, où on a des médecins, je dirais, qui, eux, prennent parti pour le vaccin. Souvent, je dirais, ces médecins ont des rapports quelquefois pas vraiment médecin dans l'âme, je dirais. Donc, enfin, médecin dans l'âme, un médecin, pour moi, il est médecin 24 heures sur 24. Donc, mais beaucoup de médecins aujourd'hui, c'est du business, c'est pour gagner de l'argent. Donc, c'est vrai qu'un médecin, quand on voit les médecins qui aujourd'hui sont à la télévision dans des débats, il serait mieux dans les hôpitaux ou, disons, dans leur cabinet pour soigner les gens. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, l'interrogation, elle est là, quoi. Alors, pour qu'on puisse peut-être retrouver une certaine forme de liberté et d'égalité, il faut peut-être faire une ouverture sur la fraternité. Et la fraternité, comme disait notre frère Yves, ou comme notre frère français, c'est vrai qu'elle est individuelle. Il faudrait peut-être la revoir au niveau des obédiences. Il faudrait peut-être avoir une concorde universelle maçonnique. C'est un grand rêve qui existe déjà depuis de nombreuses années. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans la maçonnerie, je l'ai toujours entendu dire. Mais ça fait partie peut-être, cette fraternité, d'un ensemble qui pourra nous permettre, je dirais, d'avoir un peu plus de poids dans la liberté et puis, je dirais, dans l'égalité. Voilà, j'ai dit. Ouais. Je pense que Yves veut rajouter quelque chose. Oui, rapidement. Tiens-les bien comme du monde, ton micro. Parce que là, il est à l'envers. Faut que tu le tournes. Ça va bien. Ne perds pas le fil. Ce qui est fascinant, c'est que Platon, dans son ouvrage La République, raconte la succession des régimes politiques. Et pour lui, la démocratie, à cause de ses faiblesses, qui ne sont pas fatales, mais il considère qu'il y a un penchant à la démagogie, à la corruption, à la fausse prétention, aux élites qui prétendent défendre le bien commun, mais en réalité s'en mettent plein les poches. Et la population perd confiance. Et c'est ce que disait Dominique. Et elle va appeler un sauveur, exactement ce qui s'est passé en Allemagne après la Première Guerre mondiale et le crash boursier, puis la crise économique où il y a eu 6 millions de travailleurs allemands au chômage, et puis la devise ne valait plus rien, les ménagères allaient à la boulangerie avec une brouette remplie de millions de marques qui servait à peine à acheter une baguette. Et là, la population en appelle un sauveur dont elle pense qu'il va la protéger. Hein? Et on voit ça en ce moment avec cet appel des populations dans plusieurs pays européens pour l'extrême droite, parce que on perçoit le danger de l'immigration, on perçoit le danger de la montée des inégalités, on perçoit beaucoup de menaces et on pense qu'un sauveur va venir sauver la mise. Mais nous, les francs-maçons, c'est pas ça. On veut pas travailler pour ça, au contraire. Alors, je pense que notre devoir, c'est de faire valoir le bien commun et l'idée de biens qui sont communs à tous. Et à travers notre action, interne comme externe, de défendre cette idée d'un bien commun pour essayer de faire en sorte qu'une partie de la population soit optimiste. Hein, parce que Dominique disait, c'est presque inévitable qu'on va la perdre, la liberté. Je pense, Dominique, qu'il ne faut pas être aussi pessimiste. Parce que alors, il faut espérer que... Donc, moi, je pense qu'il faut espérer en la liberté, mais pour ça, il faut redonner espoir à une partie de la population qu'un bien commun et que des autorités défendant le bien commun sont possibles en démocratie. Or, la démocratie donne le spectacle d'une oligarchie, en réalité, qui, au nom des droits individuels, s'en met plein les poches et détruit la planète. Hervé Kempf, journaliste français qui est franc-maçon, a écrit « Ces riches qui détruisent la planète ». Il est journaliste économique au Monde. Tout ça pour dire que je pense qu'on doit, je le répète, défendre l'idée d'un bien commun et que si on ne le fait pas, effectivement, l'alternative, ça va être
ça va être le recours à des régimes autoritaires qui seront sollicités par la population, comme le disait Dominique, pour défendre le bien commun. Or, on peut très bien douter que des régimes autoritaires se fassent le défenseur du bien commun. Et là, vers quel monde va-t-on aller? Je n'ose pour l'instant l'esquisser. Alors, je laisse la parole à Claudia, peut-être. Oui. Mais oui, moi, je trouve que c'est une question vraiment intéressante qu'on discute aujourd'hui. Puis moi, j'aimerais ça l'aborder dans le sens du cheminement initiatique. Parce que on parle beaucoup de liberté, d'égalité, de fraternité, surtout à l'extérieur de nous. Tu sais, on parle de phénomènes de société qui sont très importants, qui sont, en ce moment, on est dans une ère, justement, où est-ce qu'il y a beaucoup de changements à ce niveau-là. Puis je pense que, tu sais, un peu comme on dit, ce qui est en haut est comme en bas, ce qui est à l'intérieur est comme à l'extérieur, je pense que le travail du maçon vraiment commence par établir ces choses-là à l'intérieur. Parce que la franc-maçonnerie provient de l'or royal, or qui était enseigné aux pharaons qui allaient régner éventuellement qui provient de l'Égypte antique, qui allaient régner éventuellement. Donc, pour pouvoir régner sans collusion, sans corruption, ils devaient apprendre initialement à être souverains d'eux-mêmes. Donc, ils devaient apprendre vraiment à pouvoir dominer leurs vices, puis exercer la vertu. Donc, je pense, puis qu'est-ce qu'on vient faire en maçonnerie? On vient élever des temples à la vertu, creuser des cachots pour les vices. Donc, je pense qu'en premier, c'est d'établir ces 3 éléments-là en nous. D'établir en nous la liberté. Donc, comme Sylvain l'a dit tout à l'heure, la liberté des dogmes, la liberté de l'ambition, la liberté de la radicalisation, la liberté de se polariser toujours dans le blanc et noir, la liberté de l'ignorance. Il y a tellement de formes de liberté qu'on se doit à nous-mêmes, puis qu'on doit à notre collectivité, parce que en pouvant aller chercher ça à l'intérieur, à ce moment-là, on se libère, on n'a plus d'idole, on n'est plus, on se base sur notre propre conscience pour prendre des décisions. Donc, notre conscience, nos vertus, c'est ce qui nous permet de s'élever de manière supérieure, parce que suivre des règles de manière automatique, c'est pas quelque chose ça amène un certain aveuglement. Donc, on n'a pas nécessairement toujours la pleine souveraineté, justement, sur nous-mêmes, de pouvoir agir en pleine conscience puis de se développer. Ensuite, je pense que l'égalité, c'est de se rendre compte que c'est pas parce qu'on se libère de plein d'autres choses et qu'on devient souverain de nous-mêmes qu'on va devenir souverain des autres. Donc, on doit pas, je pense, essayer de dominer sur les autres. On doit se souvenir que c'est en s'élevant tout le monde ensemble, en apprenant, en développant notre conscience, en n'ayant plus d'idole, qu'on va vraiment pouvoir faire une différence, parce que une fois qu'on est souverain de nous-mêmes, on est capable de prendre des actions dans le monde sans, comme on l'a mentionné tantôt, devenir faire les choses pour devenir des collaborateurs, pour de se sauver nous-mêmes de quelque chose, pour essayer de prendre le contrôle sur les autres, pour essayer de les utiliser. Donc, je pense que en ayant cherché vraiment ces 3 éléments-là en nous, ça nous permet de le faire. Puis cette égalité-là, c'est de se rappeler que même si on est différents, on est tous dans cette même quête d'être capable d'être souverain de nous-mêmes, d'être capable de vivre dans notre vertu selon notre conscience. Puis la même chose aussi avec la fraternité. Tu sais, c'est en ayant conscience qu'on est tous sur ce même cheminement-là. C'est pas si une personne s'élève au-dessus des autres puis essaie de régner sur les autres que ça va fonctionner. Là, on est dans le vice, parce que les raisons de vouloir régner sur les autres, c'est des raisons qui appartiennent au vice. Mais si plutôt on se dirige vers la vertu, à ce moment-là, les vertus, c'est toutes des vertus qui nous permettent de s'élever ensemble. Donc, la fraternité, c'est tendre la main vers l'autre pour l'aider lui aussi à s'élever à son propre rythme, là, en respectant et tout ça. Puis je pense que c'est un peu dans ce sens-là. Tantôt, mon frère Dominique, tu parlais au départ, on est sélectif, tu sais, on n'est pas nécessairement pleinement égalitaire d'une certaine façon. Je pense que les critères, par exemple, qu'on a, c'est que la personne soit libre, donc qu'elle fasse ce cheminement-là, qu'elle souhaite faire un cheminement initiatique et intérieur, pas forcé par quelqu'un d'autre, pas en suivant une idole, mais de sa propre volonté, puis qu'elle soit de bonne mœurs, donc qu'elle veut en faire un bon usage, donc s'élever vers la vertu, aller dans la mission de la franc-maçonnerie. Donc, effectivement, je pense qu'il n'y a pas un absolu, mais je pense que l'absolu part de ce cheminement-là intérieur qu'on fait. Je vous entends parler depuis tantôt.
Je trouve ça très intéressant. Là, on m'a ramené à l'ordre tantôt pour me dire on devrait revenir sur la question philosophique. Correct, on va revenir là-dessus. Je vais quand même t'en retenir, je vais m'en souvenir, par exemple. Mais tout ça, c'est super intéressant parce que je suis pas sûr encore si vous avez vraiment répondu à la question ou si j'ai vraiment entendu ce que moi je voulais entendre. C'est peut-être ça aussi. Mais ça revient à une autre chose aussi, parce que avec qu'est-ce que tu as dit, Claudia, est-ce que finalement ce serait l'ego qui viendrait tout en bon québécois focailler ce processus-là? Je sais pas si je pense qu'on peut le nommer ego. Je sais pas si l'ego va remplir l'entièreté de tout ça. Je pense qu'on peut le nommer comme ça. Je pense que c'est un concept intéressant. Mais je pense que c'est ça, on a tout en dedans de nous cette part d'ombre, puis cette part de lumière qui se battent entre eux, puis qui essayent de prendre le dessus entre puis c'est la maîtrise dans le fond de nous-mêmes, la connaissance des deux, la maîtrise des deux qui fait qu'un jour le combat ne devient plus un combat, ça devient une synthèse, une collaboration, ça devient un. Puis qu'à ce moment-là, ben, on est capable de par notre connaissance de nous, de par notre connaissance des différents processus, autant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur, ben, qu'on est capable de livrer ce combat-là jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça crée une certaine synthèse. Ouais. Vas-y, il faut que tu replaces ton micro comme d'habitude. Oui. Ben, je serai rapide, je pense que Franck veut parler. Ça va comme ça? Oui, comme ça. Tiens, c'est comme un verre. Oui. Bon, ce thème de l'ego, on l'entend beaucoup en franc-maçonnerie. Ben, moi, j'oserais dire que je suis pas venu en franc-maçonnerie pour écraser mon ego, mais pour trouver mon alter-ego. Donc, Dominique, toi, Sylvain, Claudia, vous êtes mes alter-ego. Et je pense que le lien entre la fraternité et la liberté, ici, on peut le saisir parce que c'est important, la liberté, de faire son libre examen, de ne pas suivre une idole, suivre aveuglement des règles. Et quand on fait son libre examen, l'examen de soi librement, on est moins porté à rejeter la faute sur un autre et l'accuser de crimes qui sont les nôtres ou de fautes qui sont pas les siennes en tout cas. Et ça, je pense que, comme le disait Claudia, c'est un exercice qu'on fait en loge. La loge nous amène à faire ça, qui est très important sur le plan social parce que à cause de la montée des inégalités, des tensions qui vont s'accroître, les sociétés se cherchent déjà des coupables, des boucs émissaires. Hein, on le voit en France, on peut nommer quels sont les boucs émissaires favoris des Français ou des Américains. Puis peut-être que nous, Québécois, on n'y échappe pas, mais ça, il faudrait y réfléchir. Et donc, c'est important de ne pas se trouver des boucs émissaires. Dans ce sens-là, le libre examen de soi nous ouvre au respect de l'autre, à l'égalité, puis bien sûr à la création d'une fraternité qui ne demande qu'à s'élargir. Souhaitons qu'on puisse la vivre en loge et la faire rayonner en dehors de nos loges. Mais encore une fois, ça c'est quelque chose un redoutable défi. Bon, très respectable, frère Franck, toi, avec tout ça, tu en penses quoi? Ben moi, je bois du petit lait, déjà, pour commencer, parce que tout ce que j'entends me plaît. Mais oui, non, c'est... Tu sais, des fois, tu entends des choses, puis tu te dis, non, là, je suis pas du tout d'accord, mais tout ce que j'ai entendu me plaît. Et puis, je me suis fait une remarque, je me suis dit, mais je suis certain que s'il y avait 10 000 maçons dans le studio, je suis certain que tu écouterais individuellement chaque maçon, tu entendrais le même discours que ce qu'on a là. C'est-à-dire qu'en fait, individuellement, tous les maçons sont quasiment tous d'accord sur ce qui vient d'être dit et tous l'exprimeraient avec plus ou moins d'adresse, mais diraient quasiment la même chose. Alors on se dit, si tu prends les 150 ou 160 000 maçons de France, je sais pas combien vous êtes au Québec, et tu prends tous les 3 ou 4 millions de maçons dans le monde, et tu leur poses des questions, ils vont tous te dire pareil. Là, tu dis d'où vient le problème? Parce qu'il n'y a pas un maçon qui vient te dire moi mon problème moi je viens pour travailler sur l'ego parce que moi j'ai un problème d'ego et je me fais traiter pour ça, j'ai un thérapeute. Non, personne. En fait, c'est le problème d'ailleurs, l'enfer c'est bien connu, hein, Sartre le disait, l'enfer c'est les autres. Donc c'est tout. Le problème c'est toujours la communauté et non pas individuellement. Ce que je disais tout à l'heure, je dis individuellement, chaque maçon est impliqué. Et quand tu travailles la maçonnerie depuis 5 ans, 10 ans, ça amène chez toi forcément des mutations qui t'amènent à t'impliquer dans la société. Tu restes pas étranger à la société. Alors là, la problématique de l'ego, pour moi, elle est quasi néant. C'est pas du tout un problème en 2021, pas plus que ça devait l'être il y a 20 ans, il y a 100 ans ou il y a 2 siècles.
L'ego en 2021 n'a aucune raison d'enfler plus aujourd'hui. S'il vient à enfler, c'est par réaction à la société en mutation. Et je pense que c'est à ça qu'il faut revenir. Et il est peut-être intéressant de se dire, quand la maçonnerie est née il y a 3 siècles, enfin, la maçonnerie structurée, elle est née à une époque où il y avait une église chrétienne qui avait le pouvoir, une société qui était lente, des systèmes de production qui étaient lents, et le pouvoir, enfin les valeurs partout, y compris au Québec, c'était les valeurs judéo-chrétiennes. Et ces valeurs judéo-chrétiennes qui étaient garanties par l'Église. Alors après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. La France a fait sa révolution. Vous avez fait votre révolution tranquille dans les années 60. Un peu plus tard que nous, mais vous avez fait exactement la même chose, vous avez remis l'Église à sa place. Eh bien, à ce moment-là, on a poussé le pouvoir, mais on a gardé les valeurs. Le problème qui se pose actuellement, c'est que nos valeurs qui étaient là, qui étaient le résultat de 2000 ans de christianisme, sont en train de muter. Et on avait un Dieu avant, qui était le Dieu de Moïse, c'était celui de la table. Et petit à petit, on est en train d'arriver au Dieu d'Aaron. Et le dieu d'Aaron, c'est quoi? C'est le dieu du veau d'or. J'ai entendu ça tout de suite. Là, je crois que c'est Claudia qui disait ça, qui nous parlait d'idole. Et donc, on a un veau d'or. Et ce veau d'or, il est très simple. C'est que l'industrialisation, le machinisme, la mécanisation depuis 2 siècles nous amène peu à peu à l'ère de l'argent. Tout est argent, tout est business. Et à partir du moment où tout est argent, eh bien, on a un dieu qui devient le maître. Et nous devenons l'esclave. Et ça, c'est insidieux. Et il n'y a pas de problématique de classe. Là, on n'est pas du tout chez Marx, avec la classe des riches, la classe des pauvres, même si, effectivement, j'ai entendu tout à l'heure, il y a une classe de riches qui devient de plus en plus riche, mais bon, ça, c'est pas nouveau. Enfant, j'entendais déjà ça. La vraie problématique, c'est qu'aujourd'hui, l'argent se met partout, même chez les pauvres. Et comme tout est argent et que rien ne se fait sans argent, ça devient aussi important que l'air. Et à partir du moment que l'argent devient Dieu, on n'est plus dans des démocraties, ça ne sert plus à rien d'aller voter, on arrive dans ce qu'on appelle des plutocraties. Et donc, nous sommes en train de voter pour des dieux. Alors, plutocratie, pourquoi? Parce que nos dirigeants, quels qu'ils soient, ils viennent d'où? Ils sont là grâce à la finance qui les met en place. Et je me souviens d'ailleurs de Parizeau en 1997 ou je crois que c'est 97 au Québec, qui dit, j'étais là, qui dit le vote au moment du séparatisme, vous étiez là aussi, j'imagine. Et au moment du séparatisme, il dit c'est le vote de l'argent et des ethnies. C'est-à-dire, et c'est ce qu'il a donné sa démission après, il a été remplacé par Bouchard, je crois me souvenir, ça remonte au siècle d'avant. Eh bien, c'est le vote de l'argent. Ben oui, directement, on a un politicien qui nous explique précisément ce qui se passe aujourd'hui. C'est l'argent. À partir du moment où nos valeurs sont basées sur l'argent, eh bien, l'humain n'est plus au centre. Et si l'humain n'est plus au centre, comment tu veux faire de la fraternité avec de l'argent, toi? Tu fais de la maçonnerie américaine à ce moment-là. C'est du charity. C'est du Et si tu fais du charity, on n'est plus en train de travailler le premier degré. Et le premier degré, c'est connais-toi toi-même. Ensuite, c'est le deuxième degré, ça reste connais-toi toi-même au travers des autres. Le premier degré dans la verticalisation, le deuxième degré dans l'horizontalisation. Et l'horizontalité, c'est la matière. Sauf que si la matière est remplacée par un fétiche qu'on appelle argent, eh bien, à ce moment-là, on est en train de se prosterner devant le veau d'or. On est en train de danser autour du veau d'or. Et là, comment tu veux, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais les portes du temple sont ouvertes. C'est à ça que je pense. C'est que, à partir de là, nos obédiences, et là, je suis dans une obédience. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui administrent les obédiences. J'ai aucun problème avec ce pouvoir-là. Mais le problème, c'est quand tu as un grand maître d'une obédience qui investit dans un temple et qui se retrouve avec 2 ou 3 millions d'euros ou de dollars, peu importe, d'investissement qu'il faut rentabiliser parce qu'il faut faire des travaux dans les temples, il faut louer les temples. Eh bien, le problème, c'est que il n'est plus dans une logique de est-ce que mes membres, est-ce que mes frères et sœurs ont bien travaillé leur spiritualité? Non, c'est est-ce que mon budget en fin d'année, je vais pouvoir le boucler? Parce que si je boucle pas mon budget, je ne serai pas réélu l'année prochaine. Et là, le maître n'est plus la spiritualité, le maître devient l'argent. Et à ce moment-là,
qu'est-ce qu'on doit faire, nous, maçons, par rapport à cet état de fait pour lequel on peut pas faire grand-chose, eh bien, c'est Claudia qui l'a dit tout à l'heure. Et là, j'ai bu du petit lait. Elle a dit retravailler et revenir au travail maçonnique. Et revenir au travail maçonnique, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire sortir de la dualité pour passer au ternaire. Alors, là, je vais juste rappeler que pendant la semaine qui est passée, Franco, toi, tu es sur les réseaux très souvent. Oui. Tu as regardé des réseaux où tu avais, sur des réseaux maçonniques, des pro-vaccins, des anti-vaccins. Oui. Et tu avais les uns et les autres qui étaient en train de se battre, oui. comme les royalistes étaient en train de se battre contre les républicains il y a 200 ans. Eh bien, c'est la même logique. On est dans la dualité des pour et des contre. Mais en quoi c'est maçon, ça? Parce que dans le vaccin, il y a des choses indéniablement bénéfiques et positives, mais il y a aussi des choses qui sont très discutables. Et chez les autres qui sont anti-vaccins, il y a des choses très positives et il y a la même logique. Et les deux ont raison et les deux ont tort. Oui. Le truc, c'est que la troisième voie, c'est d'aller chercher et d'être éclectique et d'aller chercher le meilleur des deux camps. Et c'est ça le pas de côté. Le pas de côté, c'est prendre ce qu'il y a de meilleur et de rester dans la troisième voie. Mais ça, là, c'est la voie du milieu, c'est le principe même de la maçonnerie. Le problème, c'est quand on reste dans la dualité, bah, pourquoi se faire initier? Ça sert à rien. Si c'est pour être dans la dualité, rentrons dans un parti politique, et puis allons dire que les libéraux sont des méchants, moi je suis au PQ, ou le contraire. Et puis, bah, en fait, il n'y a pas besoin d'être maçon pour ça. Et c'est ce que font beaucoup de maçons aujourd'hui. Et ils font ça parce que ils n'ont pas compris le sens de leur travail initiatique. Ouais. Et là, ça produit de la valeur, le vrai travail initiatique. Et ça se trouve dans un rituel. Ça se trouve certainement pas dans des engagements au niveau de l'administration de la loge ou de l'obédience. C'est pas parce que tu es vénérable subitement que tu es investi d'un pouvoir ou d'une puissance. J'y crois pas une seconde. Justement, c'est de la perversion, là. Donc, un vénérable qui n'est pas rempli de valeurs maçonniques, de valeurs humaines, la fraternité, il ne sait pas ce que c'est. Il pense surtout à lui et à son pouvoir. L'égalité, l'égalité, c'est lui qui l'a définie. Donc, c'est un dictateur. Et la liberté, c'est la sienne. Donc, liberté, égalité, fraternité. À partir du moment où on a quelqu'un qui est vide de valeur, c'est mort. Voilà. Ouais. Ben, ça revient un peu à qu'est-ce que je voulais dire avec ma question, en fait, tu sais. Il y a tellement de divisions que je peux voir présentement, comme tu dis, dans les réseaux sociaux. C'est pour ça que je posais cette question-là, tu sais, l'égalité, la liberté, l'égalité, la fraternité, on la vit-tu présentement? On la vit pas. Moi, je pense qu'on est plutôt dans Ordo ab chaos, donc là, on est pas mal dans le chaos présentement, puis à un moment donné, il va peut-être avoir de l'ordre là-dedans, mais je pense aussi que l'ordre va revenir selon qu'est-ce que tu as dit, Claudia. Une chance que tu l'as dans l'émission, parce qu'avec Sylvain, tu vois, il n'a pas parlé encore, puis ça va pas servir à grand-chose. Mais... Je m'en viens avec la parole. Oh là là. Mais Yves, tu voulais rajouter quelque chose, je crois? Oui, ben c'est un point d'information profane pour commencer. C'est en 95 que Parizeau a dit on a perdu à cause du vote ethnique et de l'argent. C'était en partie vrai, mais en partie faux aussi, parce que c'était dire au peuple québécois, voici les coupables de votre défaite. C'est pas vous qui avez branlé dans le manche en tant que francophone, c'est les communautés culturelles, comme on dit ici, qui ont voté non et qui vous ont tourné le dos. Et puis, effectivement, ça a coupé les ponts entre le Parti québécois puis ces fameuses communautés culturelles. Et ça n'a pas aidé la cause du mouvement souverainiste. Et Parizeau avait créé en 88 un régime d'épargne-action et il était ministre des Finances à l'époque et ça a ruiné mon père. Donc, pour ce qui est de l'argent, là, je suis pas sûr que... je pense que c'était un veau d'or aussi pour lui qui avait étudié à la London School of Economics à Londres. Mais pour revenir à ce que Frank disait et Claudia sur le rôle des francs-maçons, ben, c'est certainement qu'on a un travail de base à faire sur soi en loge et que la loge, c'est une sorte d'alambic d'évolution spirituelle, et de maîtrise et de transformation de soi. Maintenant, je pense que, et c'est là aussi que je rejoins ce que disait Franck, c'est que les troubles qui vont s'aggraver au 21e siècle en appellent à une action plus concertée des obédiences. Et c'est peut-être aussi notre faiblesse au Québec, c'est qu'on n'a pas la masse critique qui nous permet d'avoir une influence en tant qu'institution. C'est sûr que chacun d'entre nous peut rayonner, mais bon, à Cuba, il y a une crise politique en ce moment. Il y a 150 000 francs-maçons à Cuba. On a vu
on a vu circuler sur le site du blog d'IRAM, et j'ai moi-même reçu des documents comme ça avant, comme quoi le Suprême Conseil de Cuba a pris une position assez forte pour dénoncer les exactions commises par le régime cubain en disant que on peut pas tout mettre sur le dos de l'embargo américain, puis que il faut dénoncer ces arrestations arbitraires, ces violences à l'égard des manifestants qui bien sûr sont exaspérés par la pauvreté, puis les restrictions de leur liberté. Alors, il y avait une très belle phrase dans la lettre que le Suprême Conseil de Cuba a envoyée au président de Cuba, là, successeur des Castro. Ouais. Ben, lui, c'est pas un Castro, le président actuel de Cuba, mais c'est... Et il disait, il y a 80 ans, les membres du Suprême Conseil ont dénoncé un régime militaire à Cuba qui exerçait une violence répressive. Aujourd'hui, en digne héritier de nos pères, de nos frères d'autrefois, nous faisons la même chose et nous vous dénonçons. Ben, je trouve ça quand même assez courageux puis exemplaire de la part d'une institution maçonnique de prendre exemple sur l'action courageuse de leurs frères d'il y a 50, 80 ans. C'était d'avant la révolution cubaine, c'était 88 ans à peu près. Et puis de prendre une position forte qui les met effectivement à risque, parce qu'on sait qu'il y a quand même toujours des dangers de s'opposer au régime castriste encore aujourd'hui. Et donc, est-ce que nous, en tant qu'organisation, quel peut être notre rôle en tant qu'organisation? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Alors, oui, il y a des grands maîtres qui se livrent peut-être à des spéculations. Ça, je connais pas tout dans le détail tout ce qui peut se passer de ce genre en France, puis je m'en voudrais d'ailleurs de critiquer les grandes obédiences. Maintenant, je sais aussi qu'elles font quand même des bons coups pour préparer des événements qui sont à mi-chemin entre le monde profane et le monde maçonnique pour mobiliser les bonnes volontés sur des enjeux qui importent. Si je peux me permettre de citer le Grand Orient de France, il y avait un colloque très important ce printemps sur le futur du vivant qui réunissait des experts maçons et profanes sur la problématique de la disparition du vivant, de la diminution de la biodiversité, puis aussi des pertes de liberté et de culture que, par exemple, dans le Brésil en ce moment, avec la déforestation en Amazonie, il y a beaucoup de peuples indigènes qui sont bafoués dans leurs droits, puis c'est un même enjeu. Alors, la franc-maçonnerie peut organiser des événements comme ça qui ont un effet d'éveil des consciences, puis un effet mobilisateur. Puis, effectivement, nous, on devrait, à notre échelle, parce qu'on n'a pas la masse critique, ni de 150 maçons de Cuba, ni des... Franck disait 170 000 francs-maçons en France. On est peu nombreux, nous, ici au Québec. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'institution, sachant que nos membres travaillent sur eux-mêmes et qu'ils attendent peut-être aussi de nous qu'on fasse quelque chose, parce que c'est le rôle de l'institution de rayonner à l'extérieur du temple, parce que c'est ce que nous disons à la fermeture des travaux, n'est-ce pas? Ben, oui, effectivement, mais j'ai l'impression que même à l'intérieur, on n'est pas encore unis ensemble pour justement faire une voix puis de l'exprimer à l'extérieur. Je pense qu'il y a encore un travail qui doit être fait à l'intérieur avant d'être capable de l'exprimer à l'extérieur. Tu me regardes? Moi, je te regarde. C'est bien. Tu commences à t'habituer avec le micro, c'est bon. Ben, écoute, Franco, la preuve du pudding, c'est en le mangeant, tu vois. Donc, puis on apprend à faire du vélo... en vélo et pas en étudiant le plan d'un vélo. Et donc, je pense que notre fraternité, elle est en mouvement, puis qu'on doit pas attendre d'avoir quelque chose de parfait au sein de nos loges avant de s'extérioriser. Ça me paraît, si tu veux, aller de concert. Un travail sur nos membres, sur soi, au sein de la loge, et un travail sur le monde profane via nos formes d'extériorisation. Je pense que chacun nourrit l'autre. Ouais. Parce que la raison pourquoi que je dis ça, c'est que, bon, là, on a parlé pas mal de la question philosophique.
tranquillement, là, on voit qu'on revient vers l'actualité. C'est bien, merci de faire ce segment-là, mon frère. Mais c'est de le voir aujourd'hui. Tu sais, tantôt, Franck l'a très bien expliqué. Il y a une division partout. Je veux dire, on peut le voir là, très clairement. Le moment qu'on prenne une position, soit qu'on se fait attaquer d'un côté, soit ou sinon c'est d'un bord ou de l'autre, on se fait attaquer. Ça devient de plus en plus difficile. Et même en loge aussi, il y a aussi des frères qui ont des opinions différentes des autres. Peut-être le seul avantage, c'est qu'on a encore quand même une certaine fraternité là-dedans. On est capable de se respecter dans certaines de nos opinions. Par exemple, il y a encore des gens aujourd'hui qui ont peur de retourner en loge, et c'est correct, on respecte ça, et c'est pour ça aussi que certaines loges continuent à les accommoder en faisant des tenues soit hybrides, soit des tenues par Internet. Donc, il y a quand même une certaine continuité, un certain respect qui est là-dedans, une fraternité, mais dans la majorité, il y a clairement une division. On n'est pas tous unis là-dedans. Donc, c'est pour ça que je parle de ça, puis je pense que tu vas rajouter quoi? Ben oui, c'est quand même pas tout à fait la même chose, Franco, dans la mesure où vous me corrigerez si je me trompe ou si je suis naïf, mais sur les réseaux sociaux, on peut adopter un ton vindicatif à l'égard de n'importe qui, et même en se réfugiant derrière un avatar, une identité fabriquée. Oui et non, mais je te dirais, moi, dans la situation que je parle présentement, disons, c'est si je reviens sur le forum franc-maçonnerie, où que ceux qui sont maçons sont très clairement identifiés comme maçons, même ils s'affichent, ils représentent pas leur obédience, mais ils parlent quand même selon qu'est-ce qui se passe de leur obédience et tout ça. Donc on peut très bien quand même savoir là, qu'est-ce qui se passe. Mais si je peux juste terminer, mais en loge, néanmoins, on essaie de faire en sorte que la parole soit fraternelle et pondérée. Et puis c'est pour ça d'ailleurs qu'on doit toujours s'adresser à l'Orient. Et en s'adressant à l'Orient, on évite la polarisation du débat. Je suis pas d'accord avec toi, mais c'est en fixant celui avec lequel on discute. Comme on s'adresse à l'Orient, c'est la triangulation de la parole. Et donc, à ce moment-là, on est amené, je pense, par la forme de nos débats, par la forme de la prise de parole, on est amené à mettre de l'eau dans notre vin, puis à s'ouvrir à la tolérance, à la fraternité. Mais je suis pas naïf, là, je sais bien que c'est pas parfait, mais ça me paraît une façon de s'exprimer et de dialoguer qui est plus fraternelle que ce qu'on voit sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux où là, on tombe à bras raccourcis sur celui. Moi, je suis déjà allé dans le cadre de débats qu'on avait, par exemple, à l'époque de la loi 21 sur la laïcité, et donner mon point de vue sur le Facebook de collègues à moi qui étaient contre la loi 21, parce que et c'était comme, ils le ressentaient comme une attaque, puis ils me rejetaient absolument. Donc, il n'y avait pas d'espace pour le débat. Il y a les pages Facebook pour ceux qui sont pour, puis les pages Facebook pour ceux qui sont contre, puis tu peux pas aller sans risque sur celle de l'autre. Si tu la liberté. Sylvain, je voulais rebondir sur 3 choses que vous avez dit. D'abord, ce que Yves a parlé tout à l'heure, la franc-maçonnerie a été durant l'histoire en quelque sorte la gardienne, celle qui a amené la lutte contre les iniquités dans le monde. On pense par exemple à la Charte des droits de l'homme, on pense le combat contre l'esclavage, pour le vote des femmes. La franc-maçonnerie a amené beaucoup. Sauf que historiquement, dans le temps, on avait beaucoup plus de membres qui étaient au sein des grandes institutions, des gouvernements et ainsi de suite, chose qu'on retrouve beaucoup moins aujourd'hui. Alors c'est un petit peu plus difficile lorsqu'on est 200 membres dans une obédience dans un pays ou dans une province, d'aller se prononcer publiquement. Et oui, on est là pour combattre l'oppression. Mais là, c'est un petit peu difficile. Le poids politique là est très minime à ce moment-là, puisque quand une obédience qui comporte 70 000 ou 100 000 membres et qu'elle va dire, ben nous, notre position, c'est ça, on s'entend que les membres vont opérer à travers les différents paliers de gouvernement, ils vont transmettre ce message-là. Donc, je pense que c'est un petit peu difficile, et pour répondre à ce que Franck a dit tout à l'heure, c'est peut-être ce qui fait que les obédiences sont présentement dans un immobilisme. Ils attendent, ils savent pas quoi faire. Mais il faut garder en tête qu'on a effectivement un devoir de combattre l'oppression, et ça, c'est très important. Deuxième chose, je voulais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Franco, quand tu parlais de l'histoire là, des trois personnes derrière la clôture qui veulent regarder le match. Et lorsqu'on parle tout d'abord de liberté, ben cette liberté-là,
doit être paramétré, comme j'ai expliqué lorsqu'on s'est fait couper tout à l'heure. Je crois que cette portion-là de l'émission n'a pas été entendue. Donc, la liberté commence où celle des autres finit. Donc, si, par exemple, ton adulte décide, lui, de faire chuter, de prendre les boîtes des deux autres personnes qui sont debout derrière la clôture et les prive de voir le match qui est en avant d'eux, bien, il vient entraver leur liberté. Donc, ces gens-là, on n'avait pas choisi de perdre leur position. Donc, ça devient une forme de domination et ça revient encore au veau d'or, l'argent et tout ça, le pouvoir de vouloir régner sur les autres. Et le deuxième, l'égalité, bien, on est égaux en droit, mais pas en actif et en avoir. Donc, plusieurs ne peuvent pas se payer des universités ou ne peuvent pas aller dans des études supérieures parce que... Et moi, j'en suis un exemple. Moi, je suis un jeune décrocheur. Là, mes parents se sont divorcés lorsque j'avais 18 ans. J'ai pas pu terminer l'école. J'ai dû aller travailler pour pouvoir aider ma mère et joindre les deux bouts. Donc, pour moi, ça a été difficile et une chance que la maçonnerie était là dans ma vie pour m'aider à me structurer puis à faire de moi un homme modèle, en quelque sorte. On t'a donné des beaux diplômes. Oui, là, je peux mettre des beaux diplômes sur le mur, là, enfin. Et le troisième, la fraternité, je pense que ça passe d'abord par le respect. Parce qu'ici, il n'y a pas de respect, il peut pas y avoir de fraternité. Et quand je vois des frères ou des sœurs sur Facebook qui vont s'obstiner et embarquer dans le jeu de la dualité pour dire « moi, je suis vacciné, moi, je suis contre », partons d'abord que la notion de droit dit que nous sommes tous égaux en droit et on peut exercer notre consentement. Et on perd nos libertés lorsqu'on exerce notre consentement dans un contrat social. Alors, si quelqu'un veut se faire vacciner, c'est son droit. Mais si quelqu'un refuse le vaccin, c'est aussi son droit. Et ça, faut le respecter. Et lorsqu'on embarque dans la radicalisation et qu'on dit aux autres, vous êtes contraignants, vous êtes des récalcitrants, vous êtes ci, vous êtes ça, on sort de la maçonnerie et on quitte les valeurs maçonniques. Donc, c'est bien important de respecter ça, de rester dans cette fraternité et de comprendre que chacun a ses droits dans ça. Et si on embarque dans ça, là, on retourne au Moyen-Âge où ce que dans la maçonnerie, on dirait « Ah ben moi, mon Dieu, c'est Allah ». L'autre dit « Non, non, moi j'ai le vrai Dieu, moi c'est Yahvé ». Puis l'autre dirait « Non, non, moi c'est Bouddha ». Et là, tout le monde s'astine. On retourne à cette époque du Moyen-Âge-là si on embarque dans ce jeu-là. Alors, on doit plutôt s'unir en fraternité, se respecter les uns les autres et continuer notre cheminement maçonnique. Moi, je tiens à dire que dans tout ce que j'ai entendu, puis Sylvain a bien conclu ça, selon moi, là, mais la liberté, l'égalité n'est rien sans la fraternité, parce qu'on a quand même besoin de cette fraternité-là. Donc, j'ai fait mon point. Merci beaucoup, tout le monde. Après 1h15, on a réussi à bien couvrir le sujet, mais c'est intéressant, parce que justement, la fraternité est là justement pour resolidifier ça. Puis je pense que pour moi, il y avait quand on avait mené dans tes travaux, on avait divisé justement ces aspects-là. Puis pour moi, la fraternité, c'était aussi le fait de dire, bon, ben, je suis capable de faire des compromis, tu sais. Puis de justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout soit aligné ensemble. Puis la fraternité va nous permettre de faire ça, justement. Donc, je trouvais ça super intéressant. Oui. Moi, je vais te montrer que la liberté et l'égalité vont ensemble. Moi, je suis contre le passeport sanitaire parce que l'accès au vaccin est inégal dans le monde et que ça va accroître les inégalités. Donc, tu vois que c'est un point où, si j'ai raison, la liberté et l'égalité sont défendus ensemble. C'est bien, c'est bien. Là, j'ai la misère à l'accepter, mais je respecte ça. Je respecte ta liberté, mon frère. Mais non, mais c'est intéressant, super intéressant. Oui, vas-y. Tu vois, il y en a d'autres qui ont une opinion différente ou ce qu'ils vont dire. Bien, si tu regardes... moi, je travaille dans le domaine de la fraude, hein, donc il y a beaucoup de gens qui posent des questions en enquête. Et si tu suis, généralement, lorsqu'il y a un acte qui s'amène ou quelqu'un qui vous propose quelque chose, faut pas faire pleinement confiance aveuglément. Faut toujours poser des questions et suivre la trace de l'argent et on va trouver le mobile. Il y a quelqu'un qui m'a dit, et ça m'a apporté sur une réflexion, et sachez là que je suis pas anti-vaccin ou je suis pour ça, là, je suis pour les vaccins, mais ce qui amène à un questionnement, c'est lorsqu'on regarde en haut de la pyramide où va l'argent,
Ce sont les compagnies qui sont là, Big Pharma, et qui, lorsqu'on regarde leur dossier, bien, ils ont été accusés aux criminels, ont eu des amendes de 2,3 milliards, ont fraudé, falsifié des documents, ont commis des meurtres, ont fait des tests illégaux sur des humains. Et là, ça apporte une sérieuse réflexion. À savoir, bien, tu sais, ici, là, au Québec, supposons que moi, le gouvernement veut engager un contracteur pour faire un viaduc, eh bien, l'autorité des marchés publics va faire enquête sur lui, vérifier s'il y a un dossier criminel et tout ça. Et là, ce processus-là, ici, auprès de ces Big Pharma, a été fait sans appel d'offres, sans vérification. Donc, on prend des compagnies qui ont un passé criminel pour injecter aux gens un vaccin. Donc, il y a beaucoup de gens qui portent... Et moi, je vous lance... Je pense pas que je vais ouvrir un débat là-dessus, mais c'est intéressant à réfléchir parce que ça pose une problématique au niveau de l'éthique, à mon sens, à moi. Ouais. Donc, il y a plusieurs personnes qui m'ont soulevé ce point-là, puis je voulais vous le lancer là-dessus parce que j'ai trouvé que c'était quand même... on peut pas faire confiance aveuglément. Et l'autre chose aussi qui me pose un problème quand je regarde dans la situation actuelle, c'est que les personnes qui peuvent parler pour ou contre, ben en fait ceux qui parlent pour sont pas censurés, mais ceux qui pourraient parler contre ou amener une autre opinion, bien sont censurés. Ouais. Donc ça laisse croire que encore là, il n'y a pas nécessairement complot, mais que ça porte à un doute. Tu sais? Ouais. Voilà. Ça revient encore à la liberté puis à l'égalité. Voilà. L'égalité justement de s'exprimer aussi qui est ultra important. Même dans l'actualité, il n'y a pas longtemps, on a eu l'ombudsman de Radio-Canada qui a porté un jugement contre, je pense c'est quoi, c'est Stéphane Bureau. Stéphane Bureau, hein. Ouais, c'est sur le fait qu'il aurait voulu parler avec le docteur Raoul. Il l'a fait. Oui, ça, il l'a fait aussi. Et puis, bon. Et justement, de dire que tu n'aurais pas nécessairement dû faire ça ou quoi que ce soit, à un moment donné, ça va faire. On a le droit d'entendre des deux côtés. Puis je pense qu'en France, ils le font très bien aussi. Je pense que, Franck, en France, il y a les divergences d'opinion, ça continue quand même à se passer, non? C'est une passion nationale. C'est ça? Ah ben, c'est droite contre gauche, c'est bleu contre rouge, c'est pro contre pro-vaccin, anti-vaccin. C'est que ça tout le temps. Mais le système et la société ne marchent que grâce à ça. Ouais. C'est le fonctionnement de base. Mais moi, j'aimerais, si c'est possible, revenir à ta question tout à l'heure, parce que tu reparlais de fraternité en disant que la base, le fondement, le présupposé, en fait, d'une pratique maçonnique, c'était la fraternité. Oui. Et moi, non, je m'inscris pas dans cette logique-là. Pour moi, la fraternité, c'est comme la culture. C'est pas quelque chose qui est le fondement, c'est quelque chose qui est un résultat. C'est-à-dire qu'une culture, ça se produit en permanence. Si à un moment donné, on cesse d'échanger, il n'y a plus de culture. Et tu ne peux pas t'appuyer sur la culture passée. C'est quelque chose qui est vivant. La fraternité, c'est quelque chose qui n'est qu'en mouvement. C'est comme une bicyclette. Elle ne fonctionne que parce que tu pédales. Si t'arrêtes, ça tombe. Et ça, c'est déjà le premier point. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut bien distinguer, puis ça, en vous écoutant, là, ça m'a amené à éclaircir mes idées. Liberté, égalité, fraternité, pour moi, ça s'étudie aux 2 premiers degrés. C'est-à-dire qu'en verticalisation, c'est je me libère. Donc, liberté pour moi. Je me libère de quoi? Je me libère de mes passions. Je deviens maître de moi-même. Ça, c'est la première chose. À partir du moment où je deviens libre, je peux passer à l'égalité. L'égalité, c'est quoi? C'est-à-dire que je rassemble ce qui est éparse. C'est-à-dire, si je rassemble ce qui est éparse, je vais à l'unité. Je ne crée plus de discrimination. Plus de discrimination, c'est-à-dire plus de droite et de gauche. Il n'y a plus de droite et de gauche, il y a que la 3e voie. Et ça, c'est au premier degré, c'est un travail personnel. Et à partir de là, quand j'ai commencé à me libérer et à arriver dans une égalisation, à ce moment-là, je deviens mon propre frère. Et si je deviens mon propre frère, je m'aime. Et je ne peux aimer les autres que si je m'aime moi-même. Si je me déteste, comment vais-je pouvoir être un bon frère pour les autres et les autres être un bon frère pour moi? Celui qui se déteste, il a qu'une envie, c'est de projeter sur les autres, et on le voit. Les plus grands dictateurs sont des gens qui se détestaient et qui ont projeté. Malheureusement, notre frère Franck s'est déconnecté.
de notre connexion. Panne de courant. Ah, tu de Panne de courant. Eh oui, mais non, panne de courant, j'ai un laptop et il était en panne de batterie. Parce qu'en fait, j'avais prévu juste pour l'émission, mais il me semble que l'émission a démarré un peu en retard. Ah, ça se peut, ça. Je sais pas. Je ne le sais pas. Tu connais le coupable. Et ça, j'ai pas trouvé ça très fraternel du tout. Ah, bon. J'étais restreint dans ma liberté. Ouais. Ok. Et ça, aucune égalité de traitement, j'avais pas le courant. Alors, donc je l'ai rebranché. Est-ce que tu as été en mesure d'entendre ce que notre frère Yves et Dominique... Non, parce que c'était coupé. Il a fallu que j'aille à l'intérieur de la maison et puis que je rebranche et je redémarre l'ordinateur. Ok. Mais est-ce que tu voudrais peut-être, Dominique, répéter plus que notre frère Franck de l'autre côté? Je vais réécouter l'émission, t'inquiète pas, je réécouterai l'émission plus tard. Oui, mon frère Franck, c'était pour te dire que j'étais pas tout à fait d'accord, disons, sur ton point de vue de la fraternité. Pour moi, c'est un mot essentiel en franc-maçonnerie. D'ailleurs, dans le mot fraternel, il y a le mot frère et c'est quand même très très important. On rentre en maçonnerie avec un objectif, je dirais, d'apprendre bien sûr pour soi, mais aussi de redonner. Et cet amour fraternel que l'on donne aux autres, c'est l'existence même du franc-maçon. Donc il est bien plus fort encore que la liberté et l'égalité. Et moi, quand je suis rentré en maçonnerie, c'est comme ça que je l'ai interprété. Et la plus grande joie, c'est après de le redonner dans le monde profane, cette fraternité, et de l'accélérer par le mot charité. Je dis toujours que ce mot charité, c'est un petit peu la succession des 3 mots qui sont notre doctrine, entre guillemets, parce que derrière, on est là pour redonner, pour amener aux autres et pour, je dirais, quand on passe dans les grades supérieurs, ce mot charité, on nous le demande assez souvent, on nous en parle assez souvent. C'est-à-dire de pouvoir, dans le monde profane, redonner notre apprentissage de la fraternité par la charité et à faire don de soi et don pour les autres. Donc c'était simplement de dire que pour moi, la fraternité, elle est hyper importante. Voilà, j'ai dit. Ouais. Et de l'autre côté, vous le micro. Je me répète donc tout à l'heure. Oui. C'est correct, moi je modifie tout ça au montage. C'est un grand travail que je vais devoir faire ce week-end. Moi, mon point, c'était que la fraternité, c'est ce projet maçonnique qui est fou, mais en même temps réel, de transcender les frontières géographiques et culturelles, même temporelles, parce que c'est une chaîne qui nous relie au passé et qui tend vers l'avenir, et qui fait que des francs-maçons de partout dans le monde peuvent dépasser certaines différences linguistiques et culturelles et se retrouver entre frères et entre sœurs. Pour moi, ça, c'est l'essence même du projet maçonnique. Et je faisais valoir aussi que en début d'émission, j'ai dit que dans l'histoire des sociétés humaines, on tentait d'instituer par la loi l'égalité et la liberté, de façon variable, bien sûr, tandis que la fraternité, c'était plus un appel spirituel, un appel d'ordre moral. Mais ce qui distingue la franc-maçonnerie, c'est aussi la tentative d'instituer la fraternité au sein des loges et d'élargir ça au monde civil. Et un exemple que je voulais donner, c'est dans notre règlement général, au chapitre sur la justice maçonnique, il est dit, mais je me souviens pas du numéro de l'article, là, c'est l'objectif d'un tribunal maçonnique est d'obtenir ou de rétablir la concorde fraternelle. Et donc, il y a un lien fraternel qui a été brisé. Le but du tribunal maçonnique, c'est de rétablir ce lien. C'est sûr qu'on veut toujours chercher la vérité et que s'il y en a un qui est coupable, il faudra bien qu'il l'assume. Mais le but du tribunal maçonnique, ce n'est pas de désigner un coupable, c'est de rétablir le lien fraternel. Donc, c'est vraiment au cœur de notre projet et c'est ce qui distingue et ce qui fait aussi qu'on aime tant la franc-maçonnerie, c'est qu'on vit cette expérience de la fraternité à plusieurs niveaux. Ouais. J'ai dit. Ah, intéressant. Donc là, tu l'as entendu finalement, mon frère Franck. Qu'est-ce que tu penses de tout ça après? Est-ce que ça se rajoute à ta réflexion finalement que tu as fait?
Alors, on t'entend plus. Ça va bien. Disons qu'aujourd'hui, c'est... Ça y est, si je mets pas le micro, c'est normal. C'est le micro qui était pas mis. Oui, quand mon ordinateur m'a fait une mauvaise farce, j'étais en train de dire que on veut imposer, que ce soit par une loi, par des règles, par une contrainte, on va imposer une fraternité. On va dire, nous venons pour être fraternels. Ça fonctionne très bien. J'ai déjà écrit des choses là-dessus. Ça fonctionne très bien dès que tout le monde est bien nourri, dès qu'il fait chaud dans le temple et dès que tout se passe très bien parce qu'on se doit pas d'argent, il y a eu aucun problème. Mais on se rend compte très rapidement que au premier dérapage, c'est-à-dire il suffit de mettre un buffet avec à manger dessus et puis on les laisse pendant une demi-heure à regarder le buffet puis à un moment donné on leur dit allez-y, allez vous servir. Et là on les voit se jeter dessus, il n'y a aucune fraternité. Et ça, que ce soit chez les maçons ou chez les profanes. Quand il s'agit de nourriture, c'est ça. Deuxième chose, et là, ce sont les trucs élémentaires. Vous mettez le feu dans une pièce où il y a des maçons. Et là, on va voir la politesse, qui va laisser passer qui devant, en disant je vais être très fraternel. Non, tout le monde se jette à la porte et c'est celui qui va pouvoir. C'est en France, on a connu ça en 1900. C'était le bazar de la charité. Il a brûlé avec les têtes couronnées et les personnages les plus importants de l'État. Il y a eu plus de 100 femmes qui ont brûlé dans cet incendie. Les hommes sont partis les premiers. Ils ont laissé les femmes brûler à l'intérieur avec leurs grandes robes et des longs tissus. Ça veut dire que là, quand c'est comme ça, la fraternité, c'est quand on est bien poli, bien nourri, dans une situation où tout va bien. Mais on a connu en France la problématique de la guerre et de l'arrivée de Pétain et des nazis. Et là, on a vu quoi? On a vu des maçons qui se sont comportés pire. Mais quand je dis pire, c'est pire que des profanes. Et à la fin de la guerre, les grandes maisons maçonniques, sans donner de nom, mais je les connais, j'ai travaillé dessus, sur ce sujet. Les grandes maisons maçonniques ont fait 2 à 3 ans de chasse pour savoir qui avait collaboré. Et au bout de 3 ans, elles ont arrêté parce que c'était sans fin. C'était un travail sans fin. Donc, il ne s'agit pas de quelques maçons qui ont collaboré et qui se sont comportés comme des salauds. Il s'agit d'une quantité très importante. Ce qui veut donc dire quoi? Ça veut dire que quand tout va bien, tout le monde est bien nourri, les maçons sont merveilleux. Et quand ça va mal, eh bien, on est dans une proportion, on va pas dire sensiblement la même. C'est pas vrai. Je pense que la maçonnerie rend des gens bons encore meilleurs et la maçonnerie ne rend pas bons des salauds. Donc, ça veut dire que la maçonnerie n'a pas un pouvoir extraordinaire. Et mon propos est que la fraternité n'est pas le fondement. La fraternité est le résultat. Le problème, c'est que au second degré, on va travailler ça avec la fraternité avec les autres. Au premier degré, on doit le travailler avec soi-même. Et si on ne se réconcilie pas avec soi-même, on peut pas se réconcilier avec les autres. C'est impossible. Au moindre dérangement, on reporte sur les autres. J'ai entendu tout à l'heure notre frère Yves parler de bouc émissaire. On est dans le bouc émissaire. On va chercher des boucs émissaires et c'est le bordel dans la loge. Et là, on arrive sur les francs-maçons qui démissionnent. Et la maçonnerie, les démissions en maçonnerie, c'est pas que des apprentis. L'une des plus grandes obédiences françaises, tenez-vous bien, le chiffre est vérifié, a actuellement plus de 1000 maîtres qui démissionnent chaque année. Et c'est une des plus grandes obédiences de France. Donc, je vous laisse, c'est juste une seule. Pas toute la France. Donc, quand des maîtres qui sont au 3e degré, qui ont 5 ans, 10 ans de maçonnerie démissionnent, c'est que il y a quelque chose qui n'a pas été expliqué dès le départ. Et ce quelque chose, c'est peut-être ce travail du 1er degré. Et ce travail du 1er degré, c'est l'illusion qu'on ne vient pas pour chercher la maçonnerie, on vient pour la fraternité, on vient la cultiver soi-même. Et on vient non pas demander aux autres ce qu'on n'est pas capable de se donner soi-même. Voilà. Merci, mon frère Dominique. Mon frère Franck, j'ai lu un livre il y a quelque temps, c'est justement les... Pas un livre de Franck Foucari, j'espère, parce que... Les francs-maçons sous l'occupation. Donc c'est très intéressant parce que ça a été... j'ai plus le nom de l'auteur, c'est dommage. Il y a des choses qui sont fausses dans l'histoire. Je dirais que les maçons, en général, et tu as tout à fait raison, beaucoup de maçons, je dirais, sont montés au créneau pour garder simplement leur fonction, parce que tous les fonctionnaires d'État qui étaient maçons ou juifs à l'époque ont été chassés, bien sûr, de leur emploi. Donc c'était pour garder leur emploi. Et il faut savoir que Laval avait failli être initié.
il avait failli être initié et qu'il n'avait pas, je dirais, d'objection majeure sur les francs-maçons. Et que la plupart des maçons qui sont morts en déportation, c'était des maçons qui étaient des résistants. Moi, j'ai eu la chance, mon père est un grand résistant. Il m'a toujours dit, tu sais, j'ai jamais vu autant de résistants à la Libération, alors qu'ils étaient, il y avait 95% de collaborateurs en France pendant pratiquement toute la durée de la guerre. Il m'a dit tout le monde avait des brassards FFI, c'était quand même assez extraordinaire. Enfin, je pourrais en raconter beaucoup là-dessus. Mais pour revenir à la maçonnerie, c'est vrai que on s'en est servi également et on s'en sert encore. Beaucoup de maçons aujourd'hui veulent rester, bien sûr, dans l'incognito, de ne pas vouloir se dévoiler, parce qu'ils disent, vous vous rendez compte, il y a le danger pendant la guerre, on a arrêté des maçons parce qu'ils étaient francs-maçons, on les a déportés, ce qui est faux. On n'a pas déporté vraiment des maçons parce qu'ils étaient maçons, on les a déportés, comme je disais tout à l'heure, parce qu'ils étaient résistants, ils s'étaient investis dans la résistance, ou quelques-uns parce qu'ils étaient homosexuels. Mais donc le reste, c'est une image populaire qui est à la limite renchérie par certaines personnes pour se donner de l'importance. Alors c'est pas du tout fraternel parce que c'est simplement politique et ramené à un égoïsme que je déteste. Pour revenir dans ce que tu disais tout à l'heure, donc sur la fraternité en loge. Je pense que la fraternité en loge, elle est très importante. Et là, celui qui est le responsable, c'est l'animateur. Le vénérable maître dans une loge, c'est difficile, mais c'est lui qui anime. C'est lui qui ramène les frères à cette fraternité. Et quelquefois, il faut être très vigilant sur justement les vénérables qui occupent des loges, parce que une loge, c'est très difficile à construire. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est très facile à déconstruire. Et il suffit d'avoir un vénérable qui ne maîtrise pas, c'est pas maîtrisé, qui n'amène pas, je dirais, cette ambiance en loge, cette fraternité en loge, pour que derrière, ça part à volo et que tu descendes ta loge et que ta loge, elle soit complètement explosée. Alors, ce que tu disais aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de maîtres qui démissionnent. Là aussi, dans la maçonnerie, je dirais, c'est un peu comme à l'extérieur aujourd'hui. Il y a beaucoup d'ego, surtout dans les anciens. Il y a des nouveaux, des jeunes qui arrivent maintenant, donc qui sont peut-être un petit peu plus à la recherche du spirituel, parce que maintenant, il n'y a plus de religion, il n'y a plus la religion catholique, et je dirais, elle n'existe plus. La chrétienté, les chrétiens résistent un peu, disons, avec les autres obédiences protestantes, mais quelquefois, je fais une parenthèse parce que on se demande ce que les gens recherchent. Cette spiritualité-là, donc, elle a été complètement... elle n'existe plus, comme je disais, dans le catholicisme. Par contre, l'islam qui arrive, et pourtant Dieu sait si je suis critique à ça, et je fais partie de beaucoup d'associations, j'ai fait partie de la LICRA aussi dans le temps, en France. L'islam propose une société avec des valeurs. Société où ils disent nous on respecte les femmes bien sûr elles sont voilées etc, mais on les respecte à leur niveau. Ils se disent que c'est pas l'argent qui les fait fonctionner, c'est la spiritualité, etc. Ce qui fait que on a des jeunes de banlieue quelquefois, disons, sont par les salafistes récupérés, et ce qui amène, je dirais aujourd'hui, à cette forme de spiritualité qu'ils retrouvent. Et après, ça tombe dans l'islamisme radical, et là, c'est le délire. Mais c'est vrai que je ramène ça à la franc-maçonnerie. Nous, on a beaucoup de maçons qui rentrent, beaucoup de jeunes, et je pense que ça doit être pareil en France, beaucoup de personnes qui recherchent justement cette spiritualité qu'ils n'ont plus. Si tu n'amènes pas cette spiritualité avec la fraternité qu'ils trouvent, je veux dire, dans nos loges, c'est pas la liberté, l'égalité qu'ils recherchent. C'est cette fraternité, de se retrouver bien, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, et puis de pouvoir espérer. Parce que l'espérance, aujourd'hui, je pense que la maçonnerie, la petite goutte d'eau que l'on peut mettre, elle peut quand même amener à ce que certains jeunes ou certaines personnes qui sont un peu paumés ou qui savent plus tellement à qui se raccrocher, puisque les politiques aujourd'hui
On voit bien que les politiques ne font plus leur travail et que c'est les médias qui sont à aujourd'hui qui dirigent le monde. Hein. Donc, alors c'est peut-être là qu'il faut peut-être s'interroger. Donc, j'ai dit. Parfait. Rapidement, parce que là, on dépasse vraiment beaucoup l'heure, là, tellement qu'on est rendu quasiment à la 2e heure. C'est tellement intéressant. Je sais. On pourrait faire 2 émissions de ça, en fait. Dépassons un peu le cas français. Lorsque les nazis ont pris le pouvoir, Goebbels, ministre de la propagande, a fait fermer et dissoudre les loges maçonniques. Et c'est ce qui s'est passé aussi, dans une moindre mesure peut-être, mais en France sous Vichy. Dans un pays que je connais bien, la Roumanie, dès l'arrivée du régime communiste imposé par la présence de l'armée rouge et le partage du monde là au traité de Yalta. Donc, dès l'arrivée du communisme en Roumanie, toutes les loges maçonniques ont été fermées et dissoutes pour 50 ans. Récemment, les politiciens d'extrême droite de la Ligue lombarde, comme Matteo Salvini en Italie ou le mouvement 5 étoiles, ont interdit aux fonctionnaires du gouvernement italien d'être francs-maçons. Donc, ce que je voudrais dire à Franck, c'est certes, l'être humain est à la fois ange et démon, et les francs-maçons, sans doute peut-être aussi, portent en eux la lumière et les ténèbres. Maintenant, ce qu'on peut quand même voir, c'est que dans l'histoire du 20e siècle, la franc-maçonnerie ne semble pas avoir fait l'affaire des régimes autoritaires puisqu'ils ont cru bon, une fois au pouvoir, de fermer les loges. À mon avis, ça veut quand même dire quelque chose sur la résolution fondamentale des francs-maçons à œuvrer, malgré tout, dans le bon sens de l'histoire, j'ai dit. Je suis très d'accord avec ça. Franck, en conclusion... 100% d'accord. Mais ce que je viens d'entendre là, c'est pareil, ça fait partie du petit lait que je bois depuis le début. Suffit de regarder Franco, pas Franco qui se trouve notre animateur. Ouais. Non, le général Franco. Voilà, Franco avait fait une demande pour entrer en maçonnerie et son frère et son père étaient maçons. Il a été refusé. Ça veut dire qu'il n'était pas insensible à la maçonnerie. Pinochet en 1941 est initié. Ah oui. Il est initié et son parrain s'appelle Allende quand même au Chili. Donc ça veut dire que tous les pays, et c'est vrai, les dictateurs ne sont pas insensibles à la maçonnerie, mais pour pouvoir mieux la contrôler, comme a fait Napoléon en France d'ailleurs. C'était une façon de contrôler. Mais effectivement, quand les dictateurs arrivent au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils musellent la maçonnerie et ils en font un instrument de pouvoir. Mais les maçons eux-mêmes, et là je rejoins complètement notre frère, les maçons eux-mêmes sont des rebelles et ne sont pas prêts à adhérer ou à collaborer avec des dictateurs, quels qu'ils soient. Et on vient de le voir là par exemple, tu n'as pas parlé de ça tout de suite, mais le Portugal a entériné la semaine dernière une loi. Tous les politiciens maintenant doivent se déclarer maçons. Ouais. Et à ce moment-là, allons-y, on va jusqu'où là? Faut aussi dire de quelle religion on est, dans quelle position on fait l'amour. Là, on est dans une forme de contrôle, de dictature. C'est une forme de dictature parce qu'on sait très bien que quand on est maçon, on est rebelle, on remet les choses en question et on dérange les dictateurs. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. La maçonnerie, c'est un des derniers bastions où on arrive à trouver des gens qui pensent et des gens qui s'élèvent contre ce qui n'est plus humain et ce qui n'est pas la liberté. Puis pour être rebelle, moi je suis rebelle, je peux vous le dire des fois. Et si je me remets des fois sur le droit chemin, je peux vous le dire. Des fois c'est toi mon frère qui me remet sur le droit chemin. C'est ça. On est deux rebelles. C'est la fraternité. Ouais. C'est l'égalité. Merci sincèrement d'avoir été présent parmi nous. Merci Franck pour avoir été aussi longtemps avec nous parce que littéralement on a abusé un peu de ton temps. Donc, un grand merci. Merci de t'avoir caché dans une grotte. Là, je crois, pour de vrai, t'es vraiment dans les toilettes, c'est ça? Dans les toilettes, là. Ouais, là, c'est vrai. Hein? Ouais. Dans le cabinet de réflexion. C'est ça. Mais je réfléchis plus beaucoup, j'ai trop faim, là. Il est l'heure du souper chez nous, alors. Ben écoute, mon frère, on va commencer avec toi avec le mot de la fin. Donc, je te laisse aller avec ton mot de la fin. Bah écoute, une fois de plus, j'ai eu mon salaire, là. J'ai pas eu mon repas encore, je vais l'avoir dans 5 minutes, mais au moins j'ai eu mon salaire. Et moi, tu me fais revenir toutes les semaines, moi je reviens toutes les semaines, c'est un vrai bonheur de me trouver avec vous à chaque fois. À chaque fois, c'est des discussions. Bon, mon cœur, c'était quoi? J'ai le cœur québécois, c'était ça le slogan, je crois. Je me souviens, quand on a vécu
Oui, quand on a vécu au Québec quelques années, c'est vrai qu'on a le cœur québécois. Et moi, je suis pas né au Québec, j'y ai passé 5 ans de ma vie. Et à chaque fois que je me retrouve avec vous, pouf, ça se réveille immédiatement. Il y a la fraternité, il y a le Québec. Moi, ça me suffit. Je mets les deux, là, c'est un cocktail. J'ai déjà pris mon apéritif, en fait. Voilà, grâce à vous. Mais merci, mon frère. Puis oui, évidemment, t'es toujours le bienvenu. Puis c'est sûr et certain que quand on va faire les prochaines émissions, tu seras toujours le bienvenu parmi nous, c'est sûr et certain. Merci, mon frère. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Mon frère, on va continuer avec mon frère Sylvain. Ton mot de la fin, est-ce que t'as faim? T'as-tu besoin, justement, comme Franck, qu'on aille manger après? Il a son repas sur les bras. En ce qui me concerne, mais disons que j'ai bondi à plusieurs reprises sur ma chaise avec une envie de parler. J'ai dû me contrôler beaucoup et faire preuve de me calmer à l'occasion, mais ça, c'est la passion de vouloir parler et de s'exprimer. Alors, j'ai dû faire preuve de maîtrise. Ben oui, mais ça fut un sujet fort intéressant. Et j'ai vraiment été heureux de contacter qu'on se rejoint tous sur la même pensée. Ouais. Fraternité. Oui. Ouais. C'est ça. Pour moi, la réponse, c'est vous avez répondu pas mal à ma réponse. Indirectement, même si vous êtes d'accord, pas d'accord, pour moi, c'est la fraternité. Et juste pour ça vient justement prouver cet esprit de fraternité qui nous unit tous. Ouais. C'est vrai. Mais merci Sylvain. Sœur Claudia? Et pour moi, c'est un grand trésor de pouvoir échanger comme ça parce que ça nous aide à vraiment clarifier de plus en plus notre vision des choses, notre pensée intérieure, la manière dont on va l'exprimer à l'extérieur, la mettre en action. Donc, je trouve ça très enrichissant. Puis, je pense qu'on aurait pu continuer comme ça toute la journée. Voilà. Donc, j'ai déjà hâte à la prochaine émission. Oui, d'ailleurs, qui va être au mois d'août. Il y a des petites rumeurs qui disent que le sujet qu'on pourrait peut-être aborder, là, je dis ça comme ça. Des rumeurs, Franco. Des rumeurs. Moi, j'aime ça partir des rumeurs. Le moulin à rumeurs. On a fait, je sais pas si tu te souviens, Claudia, on avait fait une belle série de 3 qui était le deuxième surveillant, le premier surveillant et le vénérable maître. Et là, je me suis dit que un sujet qui pourrait vraiment être intéressant, c'est de parler d'une autre fonction, qui est la fonction du grand maître. Et j'avais déjà envoyé l'invitation à notre Sérénissime, à nous, de la Grande Loge Annie, et un très respectable d'une obédience régulière québécoise qui pourrait venir aussi avec nous jaser de ça. Donc, ça pourrait être un sujet. Donc, c'est un petit moulin à rumeurs comme ça qui dit que peut-être au mois d'août, on pourrait faire cette émission-là. Si tout le monde est disponible, ce serait très intéressant de parler justement de la fonction du grand maître. Comme qu'on a parlé du vénérable maître et des autres fonctions. Ça serait bien aussi d'avoir un grand maître d'Europe qui se joindrait à la conversation. Oui, on pourrait, s'il y a des grands maîtres européens qui voudraient se joindre à nous, ça pourrait être super intéressant aussi. Je pourrais peut-être en trouver un. Ouais, bon, parfait ça. Mais moi, ce que je voulais dire, le frère Franck a fait l'éloge des Québécois, c'était très chouette de l'entendre. Moi, j'aimerais faire l'éloge de la France, mais je sais qu'il n'est plus là, mais il va peut-être... Ça, il va l'entendre. Il va l'écouter. Hein. Alors, parce que la France est quand même la patrie de la franc-maçonnerie des Lumières. Et la France, c'est un pays où il y a une franc-maçonnerie très vivante, où il y a aussi, notre frère Franck parlait de répondre aux enjeux actuels. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de réflexions là-dessus. Puis, j'aimerais peut-être dans une prochaine émission, si tu nous en donnes l'occasion, Franco, de parler de ces idées nouvelles qui émergent dans la franc-maçonnerie française que je connais et que je suis. C'est parfait. On pourra faire ça. On regardera ça peut-être pour le mois de septembre ou au mois d'octobre. Merci en tout cas. C'est super. Merci d'avoir été là. Mon frère Dominique? Moi, c'est toujours un plaisir de converger. Enfin, on converge aussi. On converge aussi. D'avoir une conversation aussi intéressante. Et ça prouve bien que la maçonnerie, elle a aussi ça. Et ce côté fraternel qui nous rassemble, comme disait notre frère Sylvain. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Donc, c'est quand même assez fort. C'est quelque chose qui se construit depuis déjà plusieurs années. Donc, encore merci pour ton émission. Et puis, merci pour ton invitation. Écoute, comme toi, tu me redonnes le micro aussi. Franco, je voulais ajouter un petit quelque chose qui est intéressant. Ouais. Le micro ici est dans c'est comme une shop de bière. Ouais. Et ça rappelle... Pour Mason.
Oui, un Mason, oui. Mason jar, hein? Oui. Et ça rappelle autrefois, lorsque dans les tavernes, les maçons se rencontraient, ils pouvaient se partager la chope de bière comme ça pour se partager la parole, peut-être. Ouais. Mais avec notre Sérénissime, c'est pas de la bière qu'on partage, c'est du vin habituellement. Donc, ça c'est l'après. Ça va être l'après-émission qu'on va sortir les canons. Moi, comme d'habitude, un grand merci à tout le monde d'avoir été là. Je sais qu'on a eu quelques difficultés aujourd'hui, dont sur Facebook. Donc, à ce que j'ai compris, le logiciel me disait qu'on était sur Facebook, mais on n'était pas sur Facebook. Donc, mais j'ai quand même la version vidéo. Donc, je vais avoir un grand travail de moine à faire probablement ce soir et demain. Donc, je vais réunir l'audio que j'ai ici, plus le vidéo que j'ai sur l'ordinateur pour vous donner une version complète. Et je préfère certains ménages là-dedans, dont les choses odieuses que Yves a dit tantôt. Non, c'est des blagues. Mais tout ça pour dire que je vais faire un grand ménage là-dessus pour vous donner une meilleure version audio. Un grand merci à tout le monde, tous les membres Patreon qui participent, donc patreon.com/sous le bandeau. Encore une fois, on a plusieurs forfaits. Le forfait à $3, le forfait à $5, le forfait à $7 et le fameux forfait à $33 par mois. C'est le très illustre patron, c'est le maître du monde. Et nous avons un maître du monde chez nous. Mais on va commencer par les pierres brutes. Donc, on a le Fat Pack à $3. Nous avons aussi Gloria aussi qui nous donne un $3. Donc, un grand merci. Les auditeurs flamboyants. Donc, on a Vincent, Thomas, Michael, Cindy, Carl-Henri. Et les maîtres podcasters, l'élite de l'élite, donc Carl-Henri, Thibaut, Sylvain, Sean, Ronan, Raymond, Michel, Laurent, notre frère Dominique, qui est un maître podcaster aussi, Joanne, Eric, Cédric, et comme je disais tantôt, le très illustre patron, Monsieur 33. Il s'est pas acheté ses grades, mais techniquement, il s'est quasiment acheté ses grades de Patreon. Là, c'est pas un grade maçonnique, par exemple. Donc, le très illustre patron, Pierre, donc un grand merci à vous autres de contribuer. C'est grâce à vous si on a de nouveaux équipements. Tranquillement, on est en train de faire, on va avoir une nouvelle table. Ça va être un beau studio super professionnel avec des caméras un peu partout. Ça va vraiment être top notch. Donc, tranquillement, on est en train de construire ça. Puis, je suis très heureux de vous avoir aussi parmi nous. Merci à nos radiodiffuseurs, Radio Delta FR. Encore une fois, c'est des grands frères pour nous, ils nous aident beaucoup avec leur plateforme. Nous, on diffuse chez eux aussi YouTube, Spotify, Google Play, on les a toutes, on est un peu partout sur Internet. Donc, un grand merci. Pour ceux qui veulent nous suivre sur notre site web, donc sulbandeau.ca, ou sinon par Facebook, qui est pas mal notre grosse plateforme, donc facebook.com/sous le bandeau. Et là-dessus, mon nom est Franco et je vous dis au mois prochain pour une autre émission. Bye bye.